Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes réunis pour le dernier séminaire Droit et Pop Culture de 2020. C'est des séminaires que nous avons débutés au tout début du confinement. Et finalement, vous voyez, nous sommes déconfinés et nous terminons l'année avec un dernier séminaire Droit et Pop Culture. Alors, on termine en beauté, je crois, puisqu'on revient sur un colloque qui a été organisé il y a 2 ans de cela, sauf erreur de ma part, avec l'association Média Droit à Strasbourg. Colloque qui avait réuni à l'époque pas loin, voire peut-être plus de 300 personnes au palais universitaire de l'Université de Strasbourg, donc un très beau colloque. Et ce soir, on revient sur ce colloque, donc droit et Camelot. Je vais tout de suite céder la parole à Alban Assab, qui est la représentante des étudiants ce soir, qui représente d'ailleurs les étudiants dans un train, donc c'est parfait. Et puis, je reprendrai la parole ensuite afin de présenter plus en détail la soirée, nos intervenants et les sujets qui seront traités ce soir. Allez-y, Merci monsieur, bonsoir à tous. Et j'espère que la Wi-Fi SNCF sera de l'autre côté pour que je puisse terminer ma présentation. Donc déjà, sachez que c'est un immense plaisir de vous retrouver ce soir à l'occasion de notre avant-dernier séminaire de l'année 2020, qui met à l'honneur Camelot, comme vient de le préciser monsieur Bazir, co-organisé par le CEPI et l'association des masters professionnels du CEPI. Et c'est donc le dernier de cette année sur les thèmes du droit et de la pop culture. Je m'appelle Alban Lassab et donc je suis membre de l'association des masters professionnels du CEPI, dite aussi l'AMP CEPI. Et j'ai l'honneur pour la seconde fois d'accueillir nos intervenants de la soirée. Alors merci beaucoup à vous, Madame Annick Batter, Madame Ania Kassoul et Maître Alexandre Ciodo pour votre présence avec nous. Sachez que pour les plus assidus d'entre vous, j'imagine que vous allez reconnaître Mesdames Batter et Kassoul, qui étaient déjà intervenues lors des conférences sur le binge-watching et sur Game of Thrones. Et sachez, Madame Batter, que votre intervention de très très grande qualité avait fait l'unanimité. Donc c'est vraiment une joie de faire cette fois-ci sur l'encadrement juridique des relations conjugales et sexuelles dans Camelot. Quant à vous, Madame Ania Kassoul, vous aviez animé le séminaire sur l'univers juridique de Westeros et la pertinence des débats et questions que vous aviez soulevées ne font qu'accroître encore une fois notre envie de vous écouter, cette fois-ci sur le sujet principe de chevalerie, principe de droit des contrats, quel est l'esprit du serment. Et enfin, Maître Ciodo, bienvenue à vous, et bien que vous n'ayez pas encore eu la chance de faire partie de nos séminaires, sachez que nous attendons avec tout autant d'impatience votre intervention de ce soir sur la liberté de religion dans Camelot. Je laisserai ensuite M. Bazir vous présenter dans le détail tous les trois. Mais avant cela, permettez-moi de vous présenter en quelques mots notre association des masters professionnels du CEPI. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, elle regroupe les étudiants des 3 masters professionnels du CEPI, donc la propriété intellectuelle et activité culturelle, commerce international et valorisation de biens immatériels. Nous avons la grande chance d'avoir Inès Dauphin comme présidente et Daniel Maria Célane comme vice-président, qui à l'aide du bureau et de tous les étudiants membres de l'association mettent tout en œuvre pour répondre aux objectifs de l'association. Donc cet objectif qui est double. Promouvoir d'une part le lien entre les anciens étudiants et les actuels étudiants du CEPI et assurer le rayonnement du CEPI et la formation d'excellence qui est dispensée à travers notamment des projets mis en place par les étudiants. Alors comment direz-vous? Eh bien, c'est en s'adaptant aux restrictions dues à la crise sanitaire. Pour cela, des conférences, des podcasts mêlant propriété intellectuelle et thématiques choisies par le soin des animateurs, des projections cinématographiques, des suggestions de lecture, de musique, ou encore la publication et le commentaire d'arrêt qui rythme l'actualité de la propriété intellectuelle. On continue vraiment de faire vivre le quotidien des étudiants du CEPI grâce à leur diffusion en ligne et sur les réseaux sociaux particulièrement. Ce sont autant de moyens qui nous ont permis pendant ce mois et demi de conserver ce lien fort entre nous tous, mais aussi avec vous. Car oui, et nous vous remercions depuis le début, vous avez été très très nombreux à assister au webinaire sur le droit comparé et le droit et la pop culture. Vous avez aussi été nombreux à écouter nos podcasts. On a même eu la chance d'avoir un article qui le mettait à l'honneur par le Petit Musée des Marques. Vous avez été nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous encourager à poursuivre vraiment toutes ces initiatives qui nous tiennent très à cœur. Mais comme vous le savez certainement, ce déconfinement est particulier. Malheureusement, nous ne pourrons pas reprendre les cours en présentiel avant février. C'est pourquoi en janvier, nous aurons quand même le plaisir de vous retrouver pour de nouveaux séminaires en ligne. Et une fois le confinement terminé, nous poursuivrons évidemment ces initiatives et nous espérons organiser des projets sur site avec l'intervention de conférenciers, l'organisation de ciné-débats, de plaidoiries, etc. pour lesquels
nous cherchons activement des financements et des partenariats aussi avec des entreprises, des cabinets d'avocats ou des cabinets de conseil en propriété industrielle. Et à ce titre, je me permets d'évoquer avec vous l'initiative portée par le CEPI s'agissant de la création d'un fonds d'aide aux étudiants. Ce fonds d'aide tend à accompagner au mieux les étudiants vers leur réussite professionnelle via la mise en place de 2 types d'actions. D'une part, il y a les bourses de mérite pour les étudiants qui ne sont pas éligibles aux bourses du Crous. Elles sont au nombre de 10 par an et elles serviraient notamment aux étudiants qui voudraient par exemple suivre un diplôme universitaire en parallèle, leur permettant de se créer un réseau de contact avec des professionnels, des industriels, tout en suivant un programme d'études qui se veut spécialisé. Les fonds collectés serviraient par ailleurs à financer plusieurs activités proposées pendant l'année universitaire, telles que des visites d'études à l'Office européen des brevets à Munich, de la Cour européenne de justice à Luxembourg, par exemple. Donc, si jamais vous souhaitez apporter votre contribution à l'enrichissement académique, personnel et professionnel des étudiants du CEPI, vous trouverez donc toutes les informations sur le site de l'Université de Strasbourg. Et si jamais nos projets continuent de vous intéresser, ce que nous espérons énormément, n'hésitez pas à nous suivre, nous contacter sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram ou sur le compte donc AMP CEPI. Donc après ces quelques mots de présentation que j'espère ont été bien entendus par vous tous. Et avant d'entrer donc dans le vif du sujet, je voudrais juste dire que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat et Marie s'occupera de les répertorier afin de les poser aux intervenants à la fin de chacune de leurs interventions. Merci à vous tous, merci à nos intervenants, merci à Monsieur Bazir, merci aux étudiants qui organisent ce séminaire. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent séminaire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Alban, qui plus est dans la situation dans laquelle vous êtes, là, c'est pas évident, donc bravo, vous en êtes très bien sorti. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, à savoir du droit dans Camelot. L'objectif, comme j'ai dit précédemment, c'est de revenir sur deux interventions qui avaient été prononcées lors de ce fameux colloque, et puis ce soir on a de l'inédit avec Ania Kassoul. Et en fait, pourquoi de l'inédit? Parce que derrière, finalement, nous avons un projet de publication que nous allons mener à bien avec Alexandre Ciodo, un projet de publication aux presses universitaires de Franche-Comté. Et l'objectif est donc que cet ouvrage soit publié courant 2021. Les contributions sont attendues pour le printemps 2021. Donc on espère respecter la deadline, en tout cas pour l'ensemble des auteurs, et donc que nous soyons en mesure de publier cet ouvrage. Alors, s'agissant de Camelot, pour ceux, j'imagine que ceux qui sont présents là, à la conférence de 2018. À titre personnel, je n'étais pas un grand fan de Camelot, loin de là. J'étais passé un tout petit peu à côté du phénomène. Et en ma qualité de chercheur, eh bien, je m'étais infligé, je pense que le terme est quelque peu péjoratif, mais je crois qu'Annick Batter avait également subi la même chose. On avait regardé en accéléré l'ensemble des différentes saisons, des différents livres de Camelot. Et finalement, j'avais découvert une série extrêmement riche. Et au-delà de l'aspect humoristique, on pouvait bien évidemment saluer le travail de titan accompli par Alexandre Astier, notamment au regard des références historiques qui finalement égrenaient l'ensemble de son œuvre. Et finalement, la question qui peut se poser ici, c'est au-delà du respect qu'il a eu pour la légende arthurienne, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il a été tout aussi respectueux finalement des règles de droit qui pouvaient finalement être applicables à l'époque, mais surtout au regard des règles de droit que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, vous le savez, le principe des séminaires droit et pop culture, le plus souvent, est droit et fiction, c'est d'essayer d'aller voir les œuvres de fiction et d'envisager les règles de droit et voir comment celles-ci sont respectées dans ces œuvres de fiction. Et ce soir, Alban l'a rappelé, nous avons trois intervenants de grande qualité. Le premier que je vais nommer, évidemment, c'est Alexandre Ciodo, dont on a déjà parlé. Alexandre Ciodo est docteur en droit public de l'Université Paris 1 et il est aujourd'hui professeur agrégé à l'Université de Franche-Comté. Et c'est un acolyte maintenant de longue date, puisque nous avons travaillé ensemble sur les super-héros, super-héros qui a fait l'objet d'une publication, et nous y reviendrons, je pense, en 2021, mais dans le cadre d'une présentation cette fois physique. Et il est également avocat.
avocat donc à Dijon, sauf erreur de ma part, et si je me trompe, il me coupera, en tout cas il me corrigera, et il interviendra ce soir sur une question qui est évidemment très intéressante dans l'univers Kaamelott, c'est la liberté de religion dans Kaamelott, et évidemment on a tous en tête la fameuse punchline de Elise Moon, au bûcher, et peut-être que Alexandre aura l'occasion de revenir sur cet épisode. Ensuite, nous avons de nouveau la chance incroyable d'avoir le professeur Batteur avec nous. Donc, vous le savez, Annick Batteur est professeur retraité de la faculté de droit de Caen, où elle y a enseigné le droit des personnes, le droit de la famille, le droit des contrats aussi, puisque je vous l'avais dit il y a 2 semaines de cela que j'avais eu la chance de l'avoir en cours en droit des contrats. Et elle co-dirige le mouvement Droit et Pop Culture à Caen, et ce depuis qu'elle est intervenue finalement dans le colloque Droit et Kaamelott en 2018. Et elle reviendra sur son intervention, l'encadrement juridique des relations conjugales et sexuelles dans Kaamelott. Et Annick, si je me souviens bien, vous aviez débuté votre intervention par le fait que finalement nous n'avions pas respecté la parité lors de ce colloque, Exact. où finalement les femmes étaient quand même moyennement représentées. Vous voyez que nous apprenons de nos erreurs, puisque ce soir vous êtes accompagnés, et donc vous êtes en majorité au niveau des intervenants, puisque Ania Kassoul interviendra ensuite sur principe de chevalerie, principe de droit des contrats. Quel est l'esprit du serment? Vous le savez, Ania Kassoul est maîtresse de conférences à l'université de Poitiers, où elle co-dirige la double licence droit et philosophie. Elle s'intéresse principalement au droit des contrats et à la philosophie du droit. Et je pense que tout le monde est impatient d'entendre son intervention sur justement la chevalerie et les principes de chevalerie. Voilà, je n'en dis pas plus. Vous avez tous entre 20 et 30 minutes. N'hésitez pas à déborder le cas échéant. Nous avons un peu de temps, profitons-en. Et Alexandre, je te cède tout de suite la parole en tant que premier intervenant. Alors, merci beaucoup, mon cher Yann. Effectivement, on est acolytes de longue date. Mais contrairement à ce que tu as dit, aujourd'hui, je fais de l'inédit, puisque la conférence que je propose aujourd'hui n'est pas celle que j'avais proposée il y a 2 ans au colloque, où j'avais parlé de justice, de notion de justice dans Kaamelott. Et donc, je proposerai 2 interventions pour le futur ouvrage, à la fois la liberté de religion et la notion de justice. Alors, l'apparente absurdité des réflexions de certains personnages de Kaamelott laisse en réalité percevoir, on le verra, un sens profond et une véritable réflexion juridique et politique, à mon sens, de l'auteur de la série. Lorsqu'Arthur interroge Perceval sur l'utilité du caillou ficelé à l'extrémité de sa canne à pêche, il répond que la canne à pêche, ça ne sert à rien. Donc ça nous renvoie à notre propre utilité, l'homme face à l'absurde. Dans l'analyse de l'absurde, et pour les besoins de cette intervention, j'ai revu Kaamelott plutôt que relu Camus. Dans un autre colloque, précisément, qui était consacré aux manifestations du droit dans Kaamelott, j'avais soutenu qu'à travers sa conception de la justice, Arthur constitue bien l'homme exceptionnel, le héros qui est décrit par Bergson, dont l'exigence morale est pure et intransigeante. Je propose de constater aujourd'hui, à rebours de l'absurde de Camus, qui suppose l'absence de Dieu pour en déduire l'inexistence des valeurs morales, au contraire, l'omniprésence du fait religieux dans Kaamelott, afin de percevoir le but recherché par Arthur, c'est-à-dire l'unification du peuple breton. L'analyse me permettra de déduire que la liberté de religion constitue le prix de cette unité du peuple breton. Les premiers mots de la série Kaamelott, ou plutôt du court-métrage Dies Irae, qui la précède, constituent un extrait des litanies de la Sainte Vierge. Vas spirituale, vas honorabile, vas insigne devotionis. Vas spirituel, vas honorable, vas insigne de dévotion. Cela n'est guère surprenant puisque la série traite de la quête du Graal, ou plutôt de la quête d'Arthur, à la recherche de lui-même et de sa propre destinée. Ces mêmes litanies sont d'ailleurs prononcées dans plusieurs épisodes de la série, tant par Arthur que par le père Blaise. Alors, à ce titre, l'importance du prêtre à la cour du roi s'avère assez révélatrice de la liberté de religion au royaume de l'Ogre. Le père Blaise est non seulement le grand chancelier de l'échiquier, mais également le secrétaire général du gouvernement. Pour mieux souligner sa place, il n'est pas assis aux réunions de la table ronde, faute d'être chevalier, mais il annonce l'ordre du jour de ces réunions et consigne la légende d'Arthur et de ses chevaliers. Il assure même la police des séances, puisqu'il peut refuser qu'un chevalier siège, faute d'une tenue officielle et chaste, motif d'ailleurs pour lequel la Calédonie a dû adopter la jupe à motif pour tenue officielle.
La seule composition de la table ronde et plus largement de la cour du roi est caractéristique de la mission que Dieu a donnée à Arthur. Un roi converti, assisté d'un premier ministre chrétien, en la personne de Lancelot, et d'un prêtre, donc une trinité, doivent guider des chevaliers païens afin d'organiser l'unification du royaume de Bretagne par la poursuite d'une mission sacrée, la quête du Graal. Arthur doit ainsi procéder au syncrétisme des croyances et unifier son peuple par le sacré, ce qui constituera les 2 points de mon intervention. Tout d'abord, sur ce syncrétisme des croyances. C'est un euphémisme de dire que la cour d'Arthur constitue un agrégat hétéroclite, tant les confessions issues y sont différentes. Le roi lui-même ne présente pas une foi de la plus grande clarté, on peut donc dire que sa royauté est hétérodoxe. Alors, d'abord, un agrégat hétéroclite. Ce caractère hétéroclite de la cour de Camelot se retrouve tant dans les confessions de ses membres que dans la diversité des manifestations du sacré. Autour de la table ronde, peu de chevaliers font preuve d'une foi chrétienne. La question ne fait guère de doute à l'égard de Lancelot, qui évoque toujours Dieu au singulier et mentionne clairement son monothéisme. « Que Dieu vous accompagne, Seigneur Perceval ». Ou encore, lors de l'expédition Torche éteinte contre les Cévennes, « Dieu nous éclairera de sa lumière ». Face au danger, le Seigneur Bohort évoque également « Que Dieu nous ait en sa sainte garde ». En revanche, Caradoc explique que les dieux le guident dans la recherche de la corne d'abondance. Perceval, avant son baptême en grande pompe, jette les clous de la Sainte Croix, sans égard. Et Calogrenant n'est pas convié à la messe de Camelot, puisqu'il n'est pas chrétien. Enfin, Léodagan et Célie évoquent les dieux, les feux de la Saint-Jean, comme la dernière des chrétiens, sous-entendant ainsi qu'ils ne le sont pas eux-mêmes. Le roi Lot y va de sa propre formule latine, Deus minimi placet, seuls les dieux décident, même si la formule n'a en réalité pas vraiment de sens. La mère du roi semble chrétienne, puisqu'elle explique à Tintagel « On mange quand on l'a mérité, quand on a accompli ses commandements avec humilité ». La reine Guenièvre, en revanche, n'est assurément pas chrétienne. Elle pense que l'orage constitue une punition des dieux, mais souhaite s'initier à la méthodologie de la prière chrétienne 6 mois après avoir appris l'existence du Dieu unique. La religion du répurgateur est évidente puisqu'il veut juger les hérétiques, il reçoit les confessions du roi. Son activité dans le gouvernement consiste même à brûler les personnes démoniques, sort qu'il réserve à Merlin. Ce dernier, en revanche, rappelle à l'envie qu'il doit suivre les commandements de ses dieux. Il peut guérir en invoquant le dieu de Scie ou le dieu de Mie. Il reste le fils d'un démon et d'une pucelle, même s'il tient plus de la pucelle. Quant à Elias de Kéléwic, il dirige le sacrifice de la reine au nom de l'esprit des loups. En dehors de la cour, il est régulièrement fait référence à des lieux ou à des personnes qui relèvent de mythes divers. La présence du Graal est évoquée à Avalon, célèbre île des morts qui serait également la dernière demeure d'Arthur et non la sous-préfecture de Lyon. Le roi interdit à Guenièvre de pique-niquer sur la colline de Silbury, qui constitue un site sacré. Dans un des épisodes pilotes, Merlin explique à Arthur que s'il est tué par un viking, il peut se retrouver au Valhalla et qu'il ne garantit pas son retour. Enfin, la Dame du Lac se présente dans toute la série comme l'émissaire des dieux. Elle serait elle-même une déesse ou en tout cas un ange. Cette diversité confessionnelle, on le verra, s'avère à l'image du roi de Bretagne. Une royauté hétérodoxe. Évoquant la tenue des livres de contes par le père Blaise, Arthur énonce sans équivoque qu'il est chrétien et que ça ne fait pas longtemps. Arthur s'adresse même directement à Dieu en prière en lui demandant un signe afin de faire avancer la quête du Graal. Mais dans le même temps, on voit Arthur prier Mars et fêter les Saturnales, qui constituent une fête romaine durant laquelle l'autorité des maîtres sur leurs esclaves est suspendue, ce qui n'est guère surprenant puisque l'abolition de l'esclavage est un thème qui est cher au roi de Bretagne. Dans le même sens, dans toute la série, Arthur arbore autour du cou le médaillon Dogma, qui est un dieu irlandais qui terrasse ses ennemis par l'éloquence. Arthur souligne pourtant qu'il mériterait davantage celui d'Harpocrate, qui est une divinité romaine du silence et des secrets, qui est souvent représentée avec un doigt sur la bouche et une corne d'abondance dans la main, dont on sait qu'elle pourrait être constituée une des manifestations du Graal. Arthur a néanmoins une conception très personnelle de la religion chrétienne, puisque le même prêtre le marie 3 fois à 3 femmes différentes, sans même qu'il soit besoin d'évoquer les nombreuses maîtresses officielles du roi.
Le fait que le roi dispose de plusieurs femmes constitue d'ailleurs, selon la reine, le caractère d'un peuple civilisé. Arthur ne néglige pas pour autant les dieux celtes, puisqu'il interroge Merlin sur le sens d'un présage à la suite d'un message adressé par les dieux. Son épée Excalibur lui a été donnée par les dieux qui l'ont choisi pour devenir roi, et lorsqu'il feint de ne pas pouvoir retirer l'épée du rocher, il indique que les dieux ne le désignent plus comme roi de Bretagne. Celui qui volerait l'épée des rois serait également coupable devant les dieux. Lorsque les résultats d'Arthur dans la quête du Graal sont jugés déplorables, ce sont les dieux qui décident de prendre des mesures et d'ouvrir une porte du chaos. Lorsqu'il procède à un échange d'épouses, ce sont encore les dieux qui lui envoient la réponse, en la personne de Méléagre. Le caractère hétérodoxe de la confession du roi de Bretagne s'avère encore plus prégnant lorsqu'on envisage la quête du Graal. En substance, les dieux celtes envoient la Dame du Lac, donnée pour mission à Arthur de retrouver la coupe ayant recueilli le sang du Christ. La légende de cette quête est consignée par un prêtre et Arthur y est assisté par 2 enchanteurs. Je crois qu'Arthur le dit mieux que personne, à Camelot, la religion, c'est le bordel. Il lui revient donc d'y mettre de l'ordre. Et c'est en cela que sera consacré le 2e temps de mon intervention, une unification par le sacré. Face à la diversité des croyances, il s'avère particulièrement intéressant de relever qu'Arthur est parallèlement chargé de fédérer les clans bretons au sein d'un royaume unique de Bretagne. On constate alors que le roi recherche tant l'unité politique que l'unité religieuse. Arthur confère un but commun aux chevaliers par le sacré et assure son autorité par la soumission au Dieu unique. Tout d'abord, la détermination d'un but commun. Le roi Arthur réunit ses chevaliers autour d'une table afin de leur donner un but commun, trouver l'objet le plus sacré de la chrétienté, le Graal. À l'image de la conception qu'Arthur se fait de la justice, cette quête s'avère plus généralement une quête du juste. En ce sens, au cours de la série, on apprend que l'appartenance d'un chevalier à la table ronde suppose sa participation active à la quête du Graal. Les chevaliers doivent le chercher jusqu'aux confins du monde connu, jusqu'en Judée. Les dieux celtes ont même donné Excalibur à Arthur pour trouver le Graal. En définitive, peu importe la forme plutôt que revêtirait le Graal, qu'il s'agisse d'un vase, d'une coupe, d'un récipient, d'une pierre incandescente ou d'un bocal à anchois, le Graal constitue un objet mystique qui réunit les Bretons. Le roi l'explique lui-même à ses chevaliers. À la table ronde, pour la première fois dans toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons tous la même chose, le Graal. C'est le Graal qui fait de vous des chevaliers, des hommes civilisés, qui nous différencie des tribus barbares. Le Graal, c'est notre union. Le Graal, c'est notre grandeur. Indépendamment du Graal, les réunions de la table ronde sont en permanence imprégnées du sacré. Lors d'un adoubement, le père Blaise formule toujours une prière. Au cours des réunions de la table ronde, une prière est également faite au nom des compagnons tombés au combat. À l'occasion de la discussion sur le contenu du code de chevalerie, Arthur rappelle que les réunions de la table ronde sont sacrées. La cour de Camelot reçoit encore la visite de 2 hommes d'église qui révèlent l'ouverture d'esprit d'Arthur et sa volonté de réunir l'ensemble du peuple breton. Le premier de ces visiteurs est l'archevêque de Bologne, lequel est exclu de la réunion. Alors, contrairement au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, l'exclusion de la réunion en question ne résulte pas de la présence d'une tenue religieuse qui horrifierait l'un de ses membres, mais de la tenue de propos misogynes et homophobes par cet archevêque. Les femmes ne sont pas exclues de la quête du Graal et peuvent être chevaliers. Le choix de Bologne n'est sans doute pas un hasard de la part d'Alexandre Astier. C'est en effet à Bologne qu'a été adoptée en 1256 la Legge del Paradiso, la loi du paradis, qui a supprimé le servage féodal et libéré les esclaves, thème qui est particulièrement cher à Arthur. Le second personnage qui est reçu à la table ronde est l'évêque Boniface, qui expose la nécessité de ne pas interdire l'homosexualité. Tous les hommes peuvent participer à la quête du Graal. L'identité de cet évêque n'est pas anodine non plus. Cet évêque a véritablement existé. Il est né dans le Wessex, il est responsable de la christianisation de la Germanie. Il est notamment connu pour avoir voulu convaincre les druides que le chêne n'est pas un arbre sacré. Il en avait abattu un qui avait tout entraîné sur son passage, à l'exception d'un jeune sapin qui fut décrit comme l'arbre de l'enfant Jésus et qui est désormais planté en Allemagne pour célébrer la naissance du Christ. C'est en cela que le sapin de Noël est un symbole chrétien.
J'en termine avec la soumission au Dieu unique. Dans la dernière saison de Camelot, la Dame du Lac constate que les chrétiens prennent le pas sur les Celtes. La soumission d'Arthur et de ses chevaliers au Dieu unique s'avère en effet de plus en plus prégnante au fil de la série. Les chevaliers doivent tous faire des vœux devant Dieu. Le père Blaise menace de rédiger un rapport au pape dès lors qu'il entend siffler un intervalle païen. Le même pape contraint Arthur à construire une cathédrale à peine de faire du royaume de Bretagne une terre barbare. On relève encore la présence d'un seul lieu de culte dans l'enceinte de Camelot, une chapelle au sein de laquelle est instituée une messe hebdomadaire. L'empreinte de la chrétienté s'avère vivement critiquée par le grand enchanteur de Bretagne. Merlin critique ouvertement le choix d'Arthur d'imposer le culte du Dieu unique. Je le cite, « Avec vos conneries de religion, il n'y a plus un pécor sur la carte qui respecte la prière de la nouvelle lune. » Bien mal lui en prendra, dès lors qu'Arthur le contraindra, face au répurgateur, à reconnaître l'existence du Dieu unique, portant ainsi une atteinte caractérisée à la liberté de culte de son enchanteur. Cet épisode résume sans doute à lui seul le sort réservé à la liberté de religion dans Camelot. Toutes les croyances étaient tolérées au royaume de Bretagne. Même l'évêque Boniface a invité le roi à faire cohabiter l'idée du Dieu unique avec les anciens dieux celtes. Mais en définitive, à l'image d'Arthur, qui doit abandonner son culte romain pour devenir roi de Bretagne, les Bretons sont conviés à s'unir autour de l'image du Dieu chrétien. La liberté de religion constitue bien le prix de l'unité du royaume de Bretagne. Ce prix était sans doute trop cher à payer. Arthur s'est laissé guider par les dieux qui ont fait de lui l'unique souverain du royaume de Bretagne. Il finit par perdre confiance en Dieu, par renoncer au trône et par s'ouvrir les veines dans sa baignoire. Sans doute Arthur eût-il dû suivre le conseil d'un autre auteur dont l'œuvre a pu être adaptée à la télévision, Frank Herbert, qui énonce un proverbe Bene Gesserit dans Dune. Lorsque la religion et la politique voyagent dans le même chariot, les voyageurs pensent que rien ne peut les arrêter. Ils vont de plus en plus vite. Ils oublient alors qu'un précipice se révèle toujours trop tard. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alexandre. Belle chute. Et donc, cette chute relève quasiment du teasing, en fait, ou d'une envie d'organiser quelque chose sur Dune et le droit. Sache en tout cas qu'on en avait discuté à Strasbourg, notamment avec d'autres acolytes, à savoir Franck Macrez et Jean-Marc Deltorne. Et je pense que l'univers de Frank Herbert justifierait à lui seul plusieurs cycles de séminaires droit et pop culture. Alors, merci beaucoup en tout état de cause pour cette brillante intervention. Est-ce que nous avons des questions dans le chat, sauf erreur de ma part? Non. Est-ce qu'on a des questions du côté de nos autres conférenciers, donc à savoir Annick ou Ania? Est-ce que vous avez éventuellement des petites questions? Non, mais moi, je suis complètement admirative. Ah, voilà. Vraiment, je me dis, mais je ne sais pas comment vous avez pu autant assimiler Camelot et rendre un tel hommage à Alexandre Astier. Je pense qu'il aurait dû suivre aujourd'hui parce qu'un hommage pareil sur un travail de cinéaste, c'est formidable. C'est un magnifique hommage. Là, vraiment, Yann, il faut que tu arrives à le convaincre de suivre un petit peu ce que tu fais, parce que des hommages pareils, j'en ai jamais entendu autant. Et surtout, ce qui m'a stupéfié à t'entendre, Alexandre, c'est le fait qu'il y ait derrière tout ce que a fait Alexandre Astier un fond de vérité qui visiblement t'a beaucoup touché en tant qu'historien de la matière. Et non seulement que tu ne remets pas en cause, mais en plus, tu te dis, mais il a des connaissances très fines. C'est bien, j'ai bien compris le sens de ton intervention là-dessus. Bien sûr, oui, je pense. Oui. Je pense qu'il y a un vrai lien, en fait, ce qui est assez troublant, c'est il y a un épisode où Bohort explique en détail que Arthur essaie de monter une fédération. Et il définit d'ailleurs, il propose une définition de la fédération. Et c'est en cela qu'on voit, il essaie de fédérer les peuples bretons, alors que lui-même est un État fédéré de Rome. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est cette idée de centralisation du pouvoir et de réunion. Et en même temps, voilà, on supprime toutes les disparités. C'est-à-dire qu'on supprime l'autonomie des clans bretons et en même temps, on supprime la liberté de culte. Désormais, voilà, on est tous chrétiens, on est tous bretons. Et je trouve qu'il y a une forme d'analogie, un lien entre tout ça. Oui, c'est très fort. Et c'est vrai que moi, je n'avais jamais réfléchi à la série sous cet angle-là. Et
Je trouve ça formidable. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un très bel éclairage. Mais finalement, Alexandre, et là je m'éloigne d'une question strictement juridique, mais à t'écouter, finalement, on pourrait se poser la question suivante, est-ce que ça ne serait pas l'élément central de la série, la question de la religion, de la liberté de la religion, bon, en sachant évidemment que derrière la légende arthurienne, il y a la quête du Graal, donc évidemment, ne serait-ce que par cette recherche, c'est évidemment directement connecté à la religion, mais c'est vrai que sous couvert d'une série comique, est-ce qu'il n'y aurait pas une réelle réflexion sur la religion? Est-ce que on pourrait qualifier ça d'une série, entre guillemets, évidemment religieuse? Alors, de toute façon, la religion, elle est partout, hein, dans toutes les œuvres de fiction. Ça fait partie des thèmes pour reprendre les expressions récentes du Conseil d'État, hein, c'est une liberté qui est essentielle, donc de toute façon, elle est plus importante que les autres. Mais pour moi, le cœur de la série, ce n'est pas spécifiquement la liberté de la religion, c'est un des aspects de ce cœur. Parce que pour moi, Kaamelott, c'est avant tout une série politique. Sur l'exercice du pouvoir et les difficultés de l'exercice du pouvoir. Parce que qu'est-ce qu'on voit c'est pour ça qu'Arthur est au centre de tous les épisodes. On voit à quel point c'est difficile d'exercer le pouvoir et que c'est difficile d'être entouré par des cons. Alors, non, mais c'est une phrase qui avait été reprise par Yannick Lécuyer dans le cadre de son intervention et qui dit oui, c'est pas moi qui explique mal, c'est vous qui êtes des cons. Et souvent, quand on entend Arthur, on le voit, au fur et à mesure de la série, il est de plus en plus dépressif et de plus en plus déprimé de ne pas réussir à expliquer ce qu'il veut faire de la Bretagne, ne serait-ce qu'à ses propres chevaliers. Et on voit en quoi l'exercice du pouvoir est parfois solitaire et à quel point c'est difficile. Et puis ça finit mal. Ça finit mal pour ce pauvre Arthur. Puis il est dépassé par les événements. Et la religion, je trouve que c'est bien cette formule qu'il emploie, même si c'est un peu trivial de dire la religion c'est le bordel, parce qu'on voit bien que c'est un sujet qu'il n'arrive pas à résoudre. Parce que dans la légende arthurienne, oui, il y a la Dame du Lac. Je sais quoi le rapport entre la Dame du Lac à Vallon et la chrétienté, on le voit pas trop. Et en même temps, il y a cette émergence de la chrétienté parce que la série est datée. Hein, vous savez que Alexandre Astier, il s'est beaucoup inspiré des recherches historiques qui ont montré qu'Arthur a vraiment existé et qu'on situe son existence entre le 4e et le 5e siècle après Jésus-Christ. Donc en fait, c'est pas du tout une série, c'est pas censé être une série moyenâgeuse, pardon, c'est censé se passer avant. Et donc on est justement en plein essor du monde chrétien à ce moment-là, et je pense qu'il y a un lien avec la série et comment la Grande-Bretagne est devenue une terre chrétienne alors qu'elle était peuplée de Celtes en fait au départ. Donc je pense qu'Alexandre Astier a voulu rajouter cet élément-là, et en même temps il s'est posé la question comment alors qu'on a toutes ces images du sacré dans Kaamelott, comment ça peut être combiné avec cette idée d'émergence de la chrétienté et d'un premier roi chrétien. Merci beaucoup Alexandre. Est-ce que Ania, tu aurais une question éventuellement? Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est peut-être juste une observation. C'est vrai que lorsque le roi Arthur présente la quête du Graal comme un élément très fédérateur, ce qui permet de transcender la diversité culturelle, politique et religieuse donc, des différents territoires, ça peut sembler très beau, c'est vrai, parce que ça crée un dénominateur commun. Mais il ne faut pas oublier que du point de vue historique, c'est avant tout un instrument de gouvernement qui s'exerçait par l'oppression. Et c'est en faisant disparaître par la force la différence culturelle du territoire que je réussis à le fédérer. Et donc, la fédération n'est plus du tout consensuelle, c'est une œuvre martiale de domination d'une culture sur une autre. Et il le fait à la romaine, quelque part, comme ça, parce que c'est typique de Rome. Donc c'est un peu moins beau raconté comme ça, j'ai un peu cassé l'idéal arthurien là, pardon, mais c'est un idéal avec une réalité peut-être plus violente que ce qui m'y paraît. Merci beaucoup. Alexandre, tu souhaites rebondir peut-être ou... Non. Très bien. Mais... C'était très juste. Très bien. Si par extraordinaire, donc on a des questions, n'hésitez pas à profiter du chat et nous pourrons, soit Alexandre y répondra directement dans le chat, soit nous y reviendrons par la suite et peut-être que d'autres questions arriveront. Je vous propose de passer donc à notre deuxième intervention. Donc Annick, c'est à toi.
Merci Yann. Alors, mon intervention va être beaucoup, beaucoup moins sérieuse, parce que là, je crois que s'agissant du thème qui m'a été donné, ce n'est pas possible de ne pas rire de ce qui se passe dans cette série excessivement machiste. Et le thème qui m'a été donné, c'est l'encadrement juridique des relations conjugales et sexuelles, avec un commentaire que j'avais adoré quand j'avais vu cela sur votre petit carton publicitaire sur Kaamelott. Vous êtes mariés comme moi, vous savez que la monstruosité peut prendre des formes diverses, très diverses. Et ça, c'est une phrase de Léo Dagan. Donc, c'est à partir de cette phrase que j'avais construit mon intervention. Bien sûr, elle a évolué depuis lors, parce que j'ai revu une partie de la série, pas tout, mais puis j'ai eu envie de centrer quand même sur le premier livre, parce que là, je trouve ça franchement assez passionnant, ce qui est en train de se passer dans un temps présent. Sachant que c'est grâce à Yann que je remercie beaucoup que la pop culture est née à Caen. Et moi, quand j'avais vu ça, je n'ai même pas eu une autre idée que la perception qui a été la mienne du droit et de la pop culture, qui consiste à se dire, j'ai une série, là, par exemple, ce sont des scènes qui se passent, tu l'as rappelé, plutôt vers le 5e siècle, même si les gens sont habillés en Moyen-Âge. Oui, mais par rapport à, si je raisonne aujourd'hui, qu'est-ce que je peux en penser? Voilà. Donc moi, je fais fi dans la pop culture, je fais abstraction de la différence des siècles. Et c'est en ça que c'est super. Voilà. Donc, je vous propose de vous parler de l'encadrement juridique des relations conjugales et sexuelles. Regardez comme ils sont mignons, là, vous les voyez, la reine, le roi, le père, la mère, le frère, quelle jolie famille, non? C'est vraiment la famille idéale. Et regardez, Guenièvre est juste sur le bord, là. Elle est au-dessus de son roi. Lui, il est assis sagement. Et ce qui est merveilleux dans cette photo, c'est que c'est la seule photo qui, je peux le dire, ne correspond pas du tout à la manière dont le couple se présente, puisque habituellement, si vous avez réfléchi, presque toujours, Guenièvre et Arthur sont au lit. Ils sont au lit, tous les deux, lui avec son petit bonnet de cuivre, et elle, suivant les hypothèses, elle a une jolie petite coiffe ou elle n'en a pas, mais en tous les cas, elle n'est pas folichonne à chaque fois. Et cela dit, quand on écoute les premiers éléments, si on fait pas très attention, mais tout a l'air génial dans ce couple, vraiment, c'est un couple idéal. En quoi est-ce que c'est un couple idéal? Eh bien, c'est que quand ils sont dans le lit, là, il y a Guenièvre qui dit à Arthur, alors, vous ne me racontez pas votre petite journée? Oh, oui, c'est une gentille femme, hein, le soir, puis où elle lui dit, oh, j'aime bien, vous revenez du combat, j'aime bien quand vous revenez du combat parce que vous êtes tout joyeux. Oh, c'est une femme merveilleuse. Elle est tellement contente de revoir son Arthur le soir quand il a guerroyé. Et on a l'impression, on ressent vraiment que, oui, c'est son roi, c'est son idéal, c'est l'homme de sa vie, hein. Mais très vite, on comprend qu'il y a une chose qu'elle n'a pas perçue du tout, c'est qu'en ce qui concerne ce partage d'une communauté affective, d'une admiration sans borne, il n'y en a pas beaucoup du côté d'Arthur, parce que Arthur supporte avec difficulté Guenièvre. Et c'est à partir de là qu'on peut avoir une réflexion sur la communauté de vie du couple de Guenièvre et du roi Arthur, qui pose quand même vraiment, vraiment problème. Alors, ces relations conjugales, on pourrait se dire, mais elles sont d'un modernisme. Mais on n'a jamais vu quelque chose d'aussi moderne, c'est sensationnel. Pourquoi? Parce que lui, c'est un roi, et comme tout roi, il a droit à des maîtresses. Des maîtresses qui sont généralement des servantes, et on apprend que, en général, il y en a 6 ou 7 en même temps. Et ces maîtresses, chose quand même formidable, elles sont même décidées par
à plusieurs, puisque on va voir à un moment donné Gohort et Lancelot convoquer une femme à qui ils vont expliquer qu'elle a été choisie pour devenir maîtresse d'Arthur. Donc, bah oui, la polygamie officielle, tout à fait approuvée au sein du royaume. Et tu l'as rappelé tout à l'heure, Alexandre, si on va plus loin dans la série, on découvre qu'effectivement, Arthur a même été marié plusieurs fois. Mais là, on se concentre sur ce couple-là. Et Guenièvre, elle, ben non, elle ne va pas critiquer ça, c'est institutionnalisé, c'est normal, c'est le roi, et c'est le roi Arthur, c'est pas n'importe quel roi. Donc, tout à fait normal, et qu'à un moment donné, il a l'impression qu'elle n'est pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il ait les maîtresses, elle va lui dire, ben non, pas de problème, oh non, mais vous allez vous ennuyer. Ben oui, s'il n'y avait pas autant de maîtresses, il pourrait s'ennuyer. Donc l'accord, c'est une nuit sur deux, une nuit avec l'une de ses maîtresses, voire deux, voire dans le même lit, et une nuit avec sa femme. Alors, donc, a priori, tout va bien. Tout va bien jusqu'au moment où, finalement, quand on approfondit les choses, on découvre quand même qu'il y a sur le plan juridique, précisément, des tas de choses qui vont pouvoir nous choquer. Car au fond, qu'est-ce qu'on a? On a un mariage à effet limité. C'est-à-dire que Arthur a décidé de ne pas avoir de rapport sexuel avec sa femme. Et c'est là où, évidemment, la Camelote devient un lieu de vie tout à fait étrange pour Guenièvre. Elle est mariée, elle partage sa couche avec un homme qui, un soir sur deux, va s'allonger à côté d'elle, mais ne va jamais la toucher. Et elle s'est mariée jeune, elle a à peine 15 ans quand elle a épousé Arthur, et elle n'a absolument pas su qu'il s'agit elle n'a pas compris toute la portée de ce mariage particulier. C'est un mariage arrangé entre les familles. Il faut effectivement qu'elle accepte une situation dont elle n'a pas mesuré l'étendue catastrophique, à savoir qu'en réalité, Arthur, couché avec une femme alors qu'il a été marié précédemment à une autre qu'il a beaucoup aimée, il n'est pas question que dans ce mariage arrangé, il y ait autre chose qu'une absence de communauté de vie et une absence de toute relation sexuelle. Alors, que penser d'un mariage comme celui-là, où finalement l'homme et la femme sont dans une situation très particulière? L'un a le droit de prendre toutes les maîtresses qu'il veut, coucher un soir sur deux avec ses maîtresses, avec l'approbation de sa femme, et elle, elle ne peut pas envisager de prendre un amant. À un moment donné, est abordée la question de savoir si elle lui glisse que ce serait quand même la bigamie du côté des femmes. Si on allait regarder un petit peu, ce serait peut-être très judicieux. Mais lui, alors, sidéré, il n'en est pas question. Et pire, quand même, à un moment donné, il part en voyage et il lui explique qu'il va lui faire utiliser quoi? Vous vous rappelez ce passage merveilleux? Il va lui faire utiliser une ceinture de chasteté. Et elle se plaindra à Lancelot, et là, Lancelot, amoureux et perdu, Lancelot lui dira, bon, on va enlever la ceinture de chasteté pendant la nuit. Donc, elle accepte, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen. Et face à ce mariage arrangé dans lequel donc elle a des rapports, lui a des rapports sexuels avec des maîtresses, et elle, elle se trouve dans la situation où il y a un mariage qui n'a même pas été consommé. Et qui dit mariage non consommé dit évidemment impossibilité d'avoir un héritier, ce qui va rendre évidemment les parents tout à fait mécontents. On voit Dame Célie à un moment donné qui va donner des potions pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une union reproductrice qui aboutisse à la naissance d'un enfant. Évidemment, toute la vérité est totalement cachée. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller? Comment est-ce qu'on pourrait raisonner dans un mariage à infidélité aussi étrange?
première possibilité, c'est de jouer envisager une nullité du mariage, puisque comme vous le savez, il n'y a point de mariage, il n'y a point de consentement, et on pourrait considérer que Guenièvre n'a pas donné son consentement à un mariage à effet limité. On pourrait aussi envisager de son côté, dire qu'il y a eu erreur. Ça, je pense que c'est ce qui marche le mieux. Vous savez qu'en vertu de l'article 180 du Code civil, eh bien, il peut y avoir une annulation de mariage lorsqu'il y a erreur sur les qualités essentielles de la personne. Et là, une qualité essentielle, tout de même, c'est l'aptitude à avoir des rapports conjugaux. Or, il est peut-être apte à faire l'amour, mais en tous les cas, pas avec elle. Donc, on pourrait envisager qu'il y a eu une véritable erreur de sa part. Donc, la première possibilité, ce serait ça. C'est quand même pas mal. Ça consisterait à ce qu'elle demande une annulation du mariage. C'est vrai, c'est possible. C'est pas quand même totalement convaincant parce que le mariage, il a produit les effets. Et on peut se dire, au fond, est-ce qu'il n'y a pas eu une acceptation de sa part de la situation qui retire à la violation des obligations du mariage son caractère fautif? Alors, on pourrait penser à cela, mais ce serait un mauvais raisonnement juridique puisque la notion de faute n'intervient pas du tout dans les causes d'annulation du mariage. Là, ce qu'on fait jouer comme cause d'annulation du mariage, c'est l'idée d'un consentement. Soit un défaut de consentement, elle n'a jamais donné un consentement à un mariage à effet limité, soit un consentement non libre, puisqu'il y a eu de sa part une erreur commise. Alors, ce qu'on voit en jurisprudence souvent, c'est que quand on n'arrive pas à bien raisonner sur la nullité du mariage, sur les conditions de validité du mariage, on va glisser insensiblement sur les divorces. Et là, c'est vrai que on a tout ce qu'on veut. On a tout ce qu'on veut. Guenièvre, si on le voulait, pourrait évidemment demander un divorce pour faute. Il y a incontestablement une violation grave des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. On a toutes les caractéristiques nécessaires, sous réserve de se dire que précisément elle a donné son consentement à tout cela. À un moment donné, est-ce que ça vaut pas, est-ce que ça n'a pas, ça ne vaut pas une excuse finalement du comportement d'Arthur, mais là je pense que ce ne serait pas possible. Ce qui m'ennuie le plus, c'est si elle avait comme idée d'invoquer, non pas l'absence de relations sexuelles, donc ce qu'elle subit, elle, dans sa chair quand même, dans sa dignité de femme, c'est si elle tentait de démontrer plutôt la culpabilité d'Arthur en tant comme étant des adultères. Parce que c'est quand même une question majeure qu'on se pose actuellement. Est-ce que les couples dans lesquels il y a un accord qui est conclu pour le fait un accord par lequel les époux se dispensent de la fidélité, est-ce que ce sont est-ce qu'il y a là une circonstance qui fait qu'on ne peut pas invoquer un divorce pour faute? On ne pourrait pas invoquer cette faute. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'obtenir un divorce dans ces conditions. C'est-à-dire que Guenièvre, elle ne peut pas tellement dire, voilà, il m'a trompé, il a toujours des maîtresses, et donc ça, c'est une faute. Parce qu'en fait, elle a toujours dit oui. Elle a toujours dit oui, et donc cette faute, eh bien, dans la commission, à savoir la commission des adultères, cette faute, elle est en quelque sorte neutralisée. Et on a tendance à considérer que la fidélité n'est plus une condition de validité du mariage. C'est pas ça du tout que je veux dire. La fidélité n'est pas du tout un des effets essentiels du mariage. On pourrait s'en dispenser. Bon, là, il y a tout le débat derrière. Ce serait intéressant pour essayer d'approfondir et se dire qu'elle n'aurait pas intérêt vraiment à se situer sur ce terrain. Et moi, je lui conseillerais plutôt actuellement de faire une demande de divorce pour faute en invoquant plutôt, elle, le fait qu'elle ne peut pas avoir de rapport sexuel avec son mari puisqu'il ne veut pas,
Je pense aussi qu'on pourrait jouer sur, à la limite, hein, sur une certaine forme d'atteinte à sa dignité de femme. Hein. Parce que quand même, le fait qu'il ne couche pas avec elle, qu'il passe son temps, on le voit dans des baignoires avec sa maîtresse, c'est quand même formidable, la vie est belle, et puis pour elle, elle est que là dans son lit, où il est très souvent, il ne va quand même pas être très, très aimable. On peut se demander s'il n'y aurait pas là pratiquement un harcèlement psychologique. Moi, je me suis posé la question de savoir si ce n'était pas quand même, Arthur, si ce n'était pas un pervers narcissique sur ce point. Hein, c'est la grande mode en ce moment de parler de pervers narcissique, non? Ben ouais, je me suis dit quand même, parce que franchement, hein, faut regarder la situation, c'est un vrai salopard, ce mec. Hein, c'est un drôle de type. Il traite sa femme par moments avec une petite tendresse, par exemple, quand il cherche pour elle. Il y a des moments de tendresse qui sont assez émouvants quand il va chercher pour elle de la pâte d'amande et qu'il va lui offrir un petit cochon en pâte d'amande. Alors là, il y a un moment de tendresse formidable, au point qu'elle va lui manger les doigts pour prendre la pâte d'amande. Mais sinon, de manière générale, quand même, il est tellement pas aimable avec elle, il tient tellement peu compte d'elle. On est à la limite de la violence conjugale. C'est pas mal, non? On est à la limite d'une certaine forme de violence. Bon, alors je ne vais quand même pas aller jusqu'à préconiser la délivrance d'une ordonnance de protection, hein, je ne vais pas aller jusque-là. Ce serait quand même un peu excessif. Mais je trouve que ce couple est quand même un couple tout à fait perturbant. Et c'est ça, je pense, qui fait le charme de cette série, qui est absolument magnifique sur ce point, c'est d'arriver à rire d'un rapport conjugal qui est absolument inepte, dans lequel il n'y a aucune égalité de l'homme et de la femme, dans lequel l'homme fait ce qu'il veut et où la femme est tout à fait asservie. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci beaucoup, Annick. Alors, je ne vois pas non plus de questions. Ils sont très calmes aujourd'hui dans le chat. Moi, j'ai une petite question. Parce que si Arthur est un salopard, est-ce que Caradoc en est un également? Premièrement, au regard du comportement qu'il adopte avec sa femme, et finalement à lui préférer des morceaux de jambon et de saucisson. Et l'autre question, là, cette fois peut-être plus juridique, c'est moins un jugement de valeur. Quid justement de cet échange de femmes? Comment on pourrait qualifier ça concrètement, aujourd'hui? Évidemment, impossible, mais c'est quand même là aussi une vraie question qui se pose, parce que finalement, on parle de femmes-objets, et finalement, ce rapport femme-objet, on le retrouve jusqu'à l'échange des femmes. Et c'est quand même, voilà, c'est là où il y a une certaine perversité dans l'œuvre d'Acier. Hein. C'est quand même de poser des hypothèses, enfin de créer des situations qui laissent quand même, si vraiment on accepte de les regarder en tant que telles, qu'on n'éclate pas de rire, où on se dit, mais jusqu'où vont-ils aller? Et comment tenir compte? Est-ce qu'on peut neutraliser le consentement qui est donné par les femmes? C'est toute la question du fait de subir des violences. Hein. On est toujours à la limite de ce fameux consentement avec tous les mouvements qu'il y a eu sur MeToo. C'est cette ligne-là. Hein. C'est-à-dire que la femme qui consent quand même à une situation qui n'est pas, qui est loin d'être celle de l'égalité parfaite. Je suis d'accord avec toi que ça pose problème. Hein. Et d'ailleurs, la question que je me pose, et là je me tourne vers les spécialistes, donc Alexandre et Ania, qui légitime cet échange? Est-ce que c'est les dieux celtes, ou est-ce que c'est le père Blaise, sauf erreur de ma part, c'est Merlin, non, qui est en charge de cet échange? C'est lui qui avalise l'échange, ou est-ce que c'est le père Blaise? Et si c'est le père Blaise, c'est quand même assez incroyable. Alors, il y a un texte qui le prévoit. Hein. Il y a un texte qui le prévoit. Tout ça, c'est qu'ils font référence à une coutume de l'homme, parce que au final, c'est quand même Caradoc qui propose l'échange des coups, parce que c'est une solution pour échapper
à l'obligation qui est la sienne de tuer Arthur. Selon ouais. l'adage, alors de mémoire, c'est qui convoite la femme d'un chevalier le mari doit tuer. Le mari doit tuer. Donc, du coup, pour éviter de tuer Arthur, il lui propose l'échange d'épouses. Non, c'est Arthur qui propose l'échange d'épouses après avoir. Non, c'est Arthur qui propose l'échange d'épouses après avoir trouvé ça dans un livre sur les coutumes de Vannes. Et du coup, il fait avaliser par le père Blaise, qui est une sorte d'interprète des coutumes, mais parce qu'on est encore, alors de mémoire, que dans la saison 4, et le rôle qui est joué par Christian Clavier du jurisconsulte n'est pas encore là pour interpréter. Ce sera pour la passation de pouvoir, hein, le jurisconsulte. Effectivement, lui, il n'arrive que pour interpréter on va dire la constitution entre guillemets de Kaamelott et pas encore le sens de la coutume. Alors après, la question de la validité de la coutume se pose sérieusement d'un point de vue juridique, parce que si on se pose dans le système de Kaamelott, il utilise, d'ailleurs, il y a un moment où il y a un personnage qui l'évoque, il dit « Vous êtes allé chercher une coutume de Vannes pour mettre en œuvre cet échange d'épouses ». Et la question se pose, c'est-à-dire que dans le système fédéral de Kaamelott, est-ce que le roi peut utiliser une coutume d'un État fédéré pour procéder à un échange d'épouses? La question me paraît délicate. Et là, Arthur le légitime en disant qu'il invoque la loi de l'épouse. Justement, c'est presque. Alors, je ne suis pas du tout déipiste, il faudrait poser la question à un déipiste, mais c'est comme ça qu'il fait sa pirouette en disant « Je convoite Mévanoui, c'est une dame de Vannes, donc j'invoque la loi de l'épouse. » Le sujet de droit, c'est pas idiot. Mais dans l'absolu, en réponse aux remarques de Mme Batter, si on regarde objectivement, Arthur trouve quand même la meilleure solution juridiquement sans poser finalement la question du consentement, parce que Mévanoui, elle est complètement d'accord pour faire l'échange d'épouses. Elle voit ça comme la promotion de sa vie, hein, très clairement, puisqu'elle veut devenir reine. Et le consentement de Guenièvre ne se pose pas, puisqu'elle est volatilisée, elle est perdue dans la nature au campement militaire de Lancelot, ce qui fait que c'est sans préjudice pour une épouse qui, de toute façon, convole en plus ou moins juste noces avec son nouvel amant. Tout le monde est content, puisque par la voie contractuelle, vraiment par la voie contractuelle de l'échange, on échappe à une loi qui aurait contraint à tuer un chevalier pour accéder à son épouse. Donc, c'est finalement assez libéral comme approche des rapports familiaux. Il y a quand même une question formelle, parce que précisément, il y a une annulation de l'échange d'épouses pour vice de forme, parce que le père Blaise, finalement, explique à Caradoc pendant des heures que le fait que Guenièvre n'ait pas été présente vicie l'échange d'épouses. Mais dans la fin de la saison en question. J'en parlerai tout à l'heure. Et en fait, si on regarde juridiquement, c'est pas vraiment un vice de forme, c'est qu'il manque une condition effectivement de validité de l'échange, qui est, alors si on devait transposer avec les articles 1604 et suivants du Code civil, qu'un des échangistes ne dispose pas n'a pas le pouvoir de disposer d'un des objets échangés. Donc ce serait comme échanger quelque chose que l'on a volé. Ça n'a pas d'effet valable. Mais là, tu vas très loin, parce que tu considères les femmes, si je comprends bien, c'est comme des choses. Non, moi, pas du tout. Oui, mais de toute façon, c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Moi, je ne suis même pas allée jusque-là quand même dans ma critique. Hein. Oui, mais avec l'approche contractualiste, moi, je vais il y a quand même vraiment de ça. Hein. Bien sûr. Quand Arthur... est nul parce que Arthur décide que parce qu'il s'en va, Guenièvre va devoir reporter une ceinture de chasteté alors qu'on sait qu'il n'a jamais couché avec elle. Qu'est-ce que c'est si ce n'est, on est à la limite de l'esclavage là, hein, à la limite, c'est presque une chose, sa femme, hein, un objet qui doit lui rester fidèle, quoi qu'il arrive. Ah oui, mais il y a aussi, d'un point de vue publiciste, il y a un problème. Avoir l'épouse du roi, fréquenter d'autres hommes, il y a l'image du pouvoir qui est en cause. Oui. C'est pas n'importe quelle femme. C'est pas n'importe quelle femme, mais c'est bien pour ça que Lancelot lui dit qu'il lui retirera la nuit. Hein, comme ça, personne ne saura. Et la remarque de M. Ciodo est particulièrement intéressante parce qu'on le lui dit à un moment à Guenièvre en disant « Mais lui, il ne se gêne pas pour aller voir d'autres femmes. » Il dit « Oui, mais ça fait puissant. En fait, ça fait bien que le roi
séduisent d'autres femmes parce qu'on se dit justement qu'il est séducteur, qu'il est viril, alors que la femme du roi doit être chaste, vertueuse et préserver l'image de fidélité au roi, comme des autres sujets finalement. Donc il y a cette projection du pouvoir aussi, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Pas de questions? S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose qu'on enchaîne et qu'on passe à la troisième intervention. Encore merci Annick pour être Mais tout le plaisir revenu est sur pour cette moi. question. Et on voit qu'il y a de nouvelles interrogations. C'est vrai que, sauf erreur de ma part, on n'avait pas évoqué la question de l'échange des femmes lors Non, et de puis la c'est première vrai que moi, intervention. comme tu m'as proposé l'intervention il y a à peine 15 jours, du coup, moi, je n'ai pas eu le temps de revoir cet épisode-là. Ah bah oui. Pas tout le contexte. Voilà. Tout Mais du ceci est coup, de ma j'ai faute. regardé de nouveau parce que effectivement, ça soulève beaucoup de questions. Bah, ce sera peut-être pour la contribution écrite. Voilà, non, mais c'est ce que je me dis aussi, tout à fait. Et puis juste Tu parce sais, qu'on a comme le on n'a temps, pas évoqué la question de l'absence d'enfants, et puis le moment, ça, je me souviens, à un moment donné, ils vont chercher, ils vont à la recherche d'un des enfants adultérins. Il y a des pistes encore de réflexion. Voilà. et juste parce qu'on a quand même un petit peu le temps encore, on pourrait aussi se poser la question des fautes de Guenièvre dans le mariage, parce qu'elle déserte Kaamelott, et est-ce que c'est un abandon de domicile que de partir rejoindre Lancelot du jour au lendemain? Oui, mais elle parle de rejoindre parce que Arthur l'a trompé avec un chevalier et que là il a fait ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Coucher des servantes, oui. Avec la femme d'un chevalier, non. Et donc là, on est dans le domaine de l'exception de l'exécution. Tu as violé une obligation, je vole la mienne. Mais bon, c'est de toute façon une violation platonique, puisqu'on sait très bien qu'elle ne couchera jamais avec Lancelot. La pauvre. Non, il ne sait pas comment faire. Bon, je vous propose sur ces mots, merci Alexandre, de passer à la troisième intervention donc d'Ania Cassoul sur justement la chevalerie, le serment et le droit des contrats. Donc on a un PowerPoint cette fois. Merci Yann. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le partage fonctionne? Ça fonctionne. On confirme. Alors je lance le diaporama. Ça fonctionne toujours, on est bon? Ouais. Ça fonctionne toujours. Ok. Bon alors, je me joins évidemment... Alors, non, attends. Ania, tu es en mode présentateur, donc on voit tous tes commentaires. Ah oui, pas de souci. Oui, que je... Hop, dupliquer le comment. On est bon là. Normalement. Ok. Donc, je me joins naturellement aux remerciements qui ont déjà été formulés à l'égard de Yann Bazir, du CEPI, de ces formidables étudiants et de ces séminaires droit et pop culture que je vous rejoins vraiment avec plaisir à chaque fois. Cette fois-ci, on va évoquer donc une question et non des moindres, celle du droit dans Kaamelott. Et non seulement le droit dans Kaamelott, mais aussi un petit peu le droit à Kaamelott, puisque au travers de l'univers d'Alexandre Astier, on va retrouver celui des chevaliers de la table ronde, les légendaires chevaliers de la table ronde. Là, c'est une table ronde pour que les chevaliers de Bretagne se réunissent autour. De toute façon, autant vous y faire, parce qu'à partir de maintenant, on va s'appeler les chevaliers de la table ronde. Les chevaliers de la table ronde? Encore une chance qu'on ne soit pas fait construire un buffet à vaisselle. Hein. Alors, les chevaliers de la table ronde, et non du buffet à vaisselle, heureusement, on a échappé à l'accident historique majeur. C'est ce qui va nous permettre, dans le cadre de ce format assez limité, donc on va brosser vraiment les grands traits, d'une comparaison que j'ai essayé de faire entre les principes de chevalerie et les principes du droit des contrats. Et plus précisément, lors de cette comparaison, on va essayer de découvrir quel est l'esprit du serment chevaleresque et constater que dans le serment chevaleresque, en réalité, on retrouve aussi l'esprit du contrat, puisque les chevaliers sont des êtres d'engagement. Et en tant que contractualiste, l'engagement, ça me parle, puisque les contractants aussi sont des êtres d'engagement. Donc, qu'est-ce qu'on trouve comme directive de comportement chez les chevaliers lorsqu'ils sont en situation aussi donc, de contracter? C'est ce parallèle que je vais essayer de faire. Pour rappel,
je vais aller chercher quelques éléments quand même chez Chrétien de Troyes, dans le code chevaleresque tel qu'on le trouve décrit par Chrétien de Troyes au XIIe siècle. Et donc, je serai plus éloignée de l'histoire du IVe siècle, comme le rappelait tout à l'heure Alexandre. Alors, on va commencer quand même par une petite définition. Qu'est-ce que le serment, pour voir quel est l'esprit de ce serment et le comparer à celui du contrat. Si je vais chercher les définitions les plus communément admises, je vois déjà que le serment, c'est une promesse solennelle prononcée en attestant devant un être ou un objet sacré, souvent devant Dieu ou une relique. Et là, on voit tout de suite la culture cléricale, l'esprit très religieux du serment, que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les principes directeurs de droit des contrats, on le verra tout à l'heure. Mais au-delà de cet esprit religieux, ce qui me plaît, c'est que je trouve un terme tout à fait contractualiste, c'est le terme de promesse. La promesse, c'est un contrat, on est en plein dans le rapprochement avec le contrat ici. Et si je prends le serment dans une acception un tout petit peu plus large, je vois qu'il se définit comme le fait de s'engager solennellement à faire quelque chose. Et dans l'œuvre d'Astier, on trouve des serments, plus ou moins chevaleresques, mais on trouve des serments. Un exemple peut-être déjà illustré avec Yvain, qui, lorsqu'il est intronisé à la table ronde, prête serment devant le roi. Il doit porter les armes, sauf que lui, il est en situation d'inexécution du serment, puisque, pour rappel, il déclare « m'en fous, j'irai pas ». Il refuse de porter les armes pour ne pas cautionner une politique d'expansion territoriale dont il ne reconnaît pas la légitimité. Ça, c'est pour le petit rappel. Mais on trouve littéralement aussi un serment dans le livre 6, qui va expliquer d'ailleurs tout ce qu'a relevé Madame Batteur dans son intervention, qui va expliquer pourquoi Arthur refuse de consommer son mariage avec Guenièvre. C'est qu'il prête serment à Aconia, son amour de Rome. Elle lui fait promettre de ne jamais consommer le mariage avec Guenièvre. Il pourra avoir des maîtresses, mais ne pourra pas consommer ce mariage. Il accepte de faire cette promesse, et pour le coup, cette promesse sera exécutée. Arthur sera un très bon contractant de ce côté-là. Si je compare maintenant la définition du serment avec celle du contrat. Le contrat, j'ai trouvé une définition à l'article 1101 du Code civil. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat? C'est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Et là, on ne peut pas s'empêcher de voir la ressemblance avec la définition du serment, puisque je vous ai mis les termes clés en rouge. Le serment, c'est s'engager à faire quelque chose. Ici, on est sur le fait de s'obliger à faire quelque chose. Alors oui, ce quelque chose peut avoir différentes formes. La prestation, ça peut être un transfert de propriété ou le fait de ne pas faire. Mais on est exactement sur la même idée, si bien qu'il y a du serment dans le contrat et du contrat dans le serment, et que tout simplement, eh bien, le serment, c'est du contrat. Maintenant que je sais que le serment et le contrat ont un esprit, une définition partagée, faut-il encore que je vois quels dispositifs normatifs et comportementaux je vais pouvoir appliquer aux chevaliers contractants. Et pour ça, je vais devoir comparer et opposer l'idéal chevaleresque avec ses codes et l'idéal contractuel qui a ses propres principes aussi. D'abord, je vous décris l'idéal chevaleresque. Comment est-ce qu'il est expliqué par Chrétien de Troyes? Il nous dit que l'idéal chevaleresque, c'est le fait de ne commettre aucune infraction à l'étiquette. L'étiquette, c'est quoi? C'est l'éthique, plus précisément, c'est une éthique chrétienne chez Chrétien de Troyes, qui est mise à la charge des chevaliers qui font partie de l'ordre le plus élevé qui soit, parce qu'il est créé par Dieu, et qui ne souffre aucune bassesse. Donc il y a vraiment une idée d'exemplarité avec de fortes valeurs et des devoirs très lourds qui vont être imposés aux chevaliers. On va les voir. Et vous devinez tout de suite que cette étiquette idéalisée par Chrétien de Troyes, elle souffre d'une dissonance avec la réalité, puisque déjà, Chrétien de Troyes le montre, tous les chevaliers ne se conforment pas à l'étiquette, et chez Astier, on le retrouve assez finement, puisque par exemple, les gens oublient que Perceval est un chevalier, un vrai chevalier, tout simplement parce que souvent, il ne se comporte pas conformément à l'étiquette. Ce qui fait qu'il y a des mauvais et des bons chevaliers, comme on verra qu'il y a des bons et des mauvais contractants, et que souvent dans Camelot, les mauvais chevaliers font des mauvais contractants. Du côté des mauvais chevaliers, alors l'archétype c'est Méléagant, avec de l'autre côté bon chevalier, le vertueux et noble Lancelot. Et
Et pour distinguer les bons et les mauvais chevaliers, je vais me référer à des devoirs qui sont précisés dans le code chevaleresque. C'est l'honneur, la sagesse, la largesse, la loyauté, la courtoisie, la bonté, le courage, et il y en a encore quelques autres. Mais je vais m'intéresser à 3 devoirs, puisque ces 3 devoirs, je vais pouvoir les rattacher au principe de droit des contrats tels qu'on les connaît encore aujourd'hui. Il s'agit de l'honneur, de la largesse, que je vais définir tout à l'heure, et de la loyauté. Et vous devinez donc déjà, évidemment, qu'il y a une très faible part de chevaliers qui correspondent à ces vertus. Il peut en avoir 1 ou 2, mais rarement toutes. Cela étant dit, et avant de les relier, je compare maintenant, je définis l'idéal contractuel dans les grandes lignes. L'idéal contractuel, il repose sur 3 principes directeurs qui sont prévus aux articles 1102, 1103 et 1104 du Code civil. Je vais vous les énoncer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il constitue véritablement une charte contractuelle idéologique, avec des normes de comportement, des directives de comportement, exactement comme on pourrait le trouver pour l'ordre chevaleresque. Et ils sont au nombre de 3, et la doctrine, là en la personne de Philippe Dupichot, a même pu parler d'une sainte trinité. Et cette idée de sainte trinité, elle est très forte parce qu'effectivement, ça nous rappelle aussi l'éthique chrétienne que l'on retrouve dans le droit des contrats, puisque cette sainte trinité contractuelle indique d'abord de respecter la liberté contractuelle, libre de contracter, tu seras, je reprends encore les mots de Philippe Dupichot. Ensuite, la force obligatoire, ta parole, tu respecteras, c'est tout à fait ce que l'on retrouve aussi dans le serment chevaleresque, le fait de respecter la parole donnée. Et enfin, de bonne foi, tu te comporteras. Le 3e pilier des principes directeurs dans les contrats, la bonne foi. Et si vous ne respectez pas ces principes directeurs en tant que contractant, j'ai envie de dire, vous finirez au bûcher. Comment maintenant comparer l'idéal chevaleresque avec l'idéal contractuel? Alors, d'un côté, mon idéal contractuel, je viens de le dire, la Sainte Trinité, c'est quoi? Liberté contractuelle, force obligatoire et bonne foi. Eh bien ça, je peux le rattacher en miroir avec des devoirs que je vous ai cités tout à l'heure, les devoirs du bon chevalier. L'honneur est un devoir qu'on va pouvoir retrouver dans chacun de ces principes. Il pourra s'exprimer facilement dans chacun de ces principes. En revanche, on va lire le devoir de largesse à l'aune de la liberté contractuelle. On va voir que c'est un devoir qui vient énormément amputer et limiter la liberté contractuelle du chevalier contractant, tandis qu'on pourra superposer sans difficulté le respect de la parole donnée et la loyauté à la force obligatoire du contrat et à la bonne foi. Donc, ce que je vous propose, c'est, au lieu de faire un plan en 2 parties, de voir cette sainte trinité contractuelle avec un grand temps sur la liberté contractuelle. Libre de contracter, tu seras. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, je vais chercher l'article 1102 du Code civil. Et l'article 1102 du Code civil nous dit que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son co-contractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat. Donc, on a cet esprit de liberté dans le premier alinéa qui est tout de suite temporisé avec l'idée que ce n'est pas une liberté absolue, c'est une liberté qui est encadrée par la loi. Et encore plus précisément dans l'alinéa second de l'article, que cette liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. On va voir comment ça se traduit dans l'idéal chevaleresque, si je dois comparer, au travers donc, de la liberté et ensuite de ses limites. La liberté du chevalier contractant, eh bien, du côté de l'idéal chevaleresque, on peut invoquer le devoir de largesse, comme je vous le disais. Et ce devoir de largesse, il est très problématique pour le civiliste parce qu'il invite à mépriser tout profit. Bon, alors, dans une économie de marché libérale, tout de suite, on voit que ça tique, puisque l'idée, c'est qu'ils ne produisent rien et qu'ils renoncent aux richesses acquises. Donc ça, c'est le cadre de l'exercice de cette liberté contractuelle qui est très contraint. Et l'honneur va être un second cadre qui, lui, on va le voir, va se superposer très bien avec l'alinéa 2 de l'article 1101 du Code civil, puisque dans tous les cas, il doit agir avec vertu pour la justice, ce qui fait qu'il doit contracter, s'il contracte, de façon vertueuse. Et ça, on le met en parallèle, on le mettra en parallèle tout à l'heure avec l'ordre public, mais c'est beaucoup plus difficile de mettre en parallèle la largesse avec la liberté contractuelle, puisque la liberté contractuelle, c'est un principe directeur qui permet d'asseoir la libre concurrence,
la liberté du travail, une économie de marché libre. Bref, c'est le fait d'accéder au profit, de pouvoir produire et de pouvoir encourager l'acquisition des richesses. Donc là, on a une dissonance entre l'esprit du Code civil et l'esprit du Code chevaleresque. En revanche, sur les limites que sont la loi, l'ordre public et les bonnes mœurs, là, on peut tout à fait se faire rejoindre le cadre du chevalier avec celui du Code civil. Donc peut-être deux exemples tirés de la série. Sur cette idée de devoir de largesse, on le retrouve très bien dans le personnage de Lancelot, puisque Lancelot, qui en plus se revendique chevalier errant, refuse très clairement d'accumuler des richesses. C'est pour ça d'ailleurs qu'il vit de façon très modeste, très frugale, ce qui va quand même être un choc de réalité pour sa nouvelle Dulcinée, puisque quand Guenièvre va vivre avec les moustiques et à se contenter d'eau fraîche, d'accord, dans le campement militaire, elle va très bien voir la différence de train de vie avec Camelot. Mais ce qu'il faut retenir de ça, et c'est tout à fait aligné à l'accumulation des richesses, et que très concrètement, en tant que contractant, Lancelot, comme les autres chevaliers, doit faire plutôt œuvre de charité quand il contracte. Or, du point de vue du Code civil, le contrat n'est pas une œuvre de charité, il faut pouvoir faire des bonnes affaires. D'ailleurs, l'esprit de justice est quand même très relativisé, c'est la liberté qui prend le pas, ce qui ne sera jamais le cas de Lancelot. Et d'ailleurs, dans Chrétien de Troyes, lorsque Lancelot, par un exploit, récupère un très bel ensemble immobilier qui est un château, il se dépêche de le céder à une personne de confiance, car il ne veut pas garder ce patrimoine, il veut vivre modestement du point de vue patrimonial. Donc, on a une liberté contractuelle contrariée par les codes de la chevalerie. Concernant maintenant les contrats contraires à l'ordre public, alors les exemples ne manquent pas dans l'œuvre d'Astier. La torture, la prostitution, ou devrais-je dire encore le proxénétisme, la fausse monnaie, la traite d'êtres humains, tout cela représenté par un trouble fait. Il s'agit de Vénèque, puisque c'est le roi de la combine et c'est le roi de la vente, hein, c'est un excellent VRP, sauf que souvent ce qu'il veut vendre dérange Arthur. En ce qui concerne la torture et le proxénétisme et la prostitution, c'est assez particulier, parce qu'il se trouve que dans le contexte breton, c'est plus ou moins dans les mœurs. En Carmélite, c'est sûr que la torture plaît beaucoup à Léodagan, donc d'un point de vue très utilitariste, ça lui convient, et il n'a aucun souci à passer des contrats pour commander des appareils de torture. Et ce n'est pas du goût d'Arthur, et c'est là qu'on voit que dans la notion surtout de bonnes mœurs, on voit que Arthur essaie de faire évoluer les mœurs et qu'il va être réticent à exercer sa liberté contractuelle lorsqu'elle est contraire aux mœurs progressistes qu'il essaie de mettre en œuvre. Et ça, c'est pas inintéressant, puisque dans le code chevaleresque, il y a une obligation du chevalier qui est de rompre les mauvaises coutumes. Les mauvaises coutumes, ce sont les coutumes qui sont asservissantes, qui sont contre la vertu, qui oppriment les faibles, etc. Et là, on sent que c'est ce qu'essaie de faire Arthur, et en ce sens, il va lui-même autoréguler et limiter sa liberté contractuelle. En revanche, en ce qui concerne la fausse monnaie et la traite d'êtres humains, là, on est clairement dans des contrats qui seraient contraires à la loi, puisque comme l'a rappelé M. Ciodo tout à l'heure, Arthur a aboli l'esclavage, et pourtant, il retrouve sur le marché Vénèque qui essaie de vendre des esclaves. Donc, ces contrats sont contraires à l'ordre public. Voilà pour ce qui était de l'article 1101 du Code civil. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je m'arrête là pour passer au deuxième principe directeur. Alors, la force obligatoire du contrat, ta parole tu respecteras, là, on est dans la reprise littérale d'une obligation chevaleresque, puisque dans le serment chevaleresque, on trouve l'obligation de respecter la parole donnée. Et c'est assez intéressant, puisque on va pouvoir superposer là, les deux idéaux, l'idéal chevaleresque et l'idéal contractuel. Et dans l'épisode 1 du livre 6, on a une phrase de Bestia qui est en train de décrire les Bretons et qui dit cette vérité. La tradition chez ces brutes, qui comprend les Bretons, veut qu'un chef ne peut pas rompre un serment. Alors ça, c'est vrai que dans ce contexte, c'est assez contraire à la pratique romaine, puisque on est dans une période, on peut supposer qu'on est dans une période où on est sur des contrats qui doivent être formalisés pour être pleinement contraignants, et ça ne parle pas du tout à Bestia. Sauf que du côté des Bretons et du côté de l'éthique chrétienne, qu'on va retrouver directement là, dans l'esprit du Code civil,
Ce qui fait qu'un homme a de l'honneur, c'est sa capacité à respecter ses promesses, à respecter son serment. Et ça, on le retrouve dans le droit canon. C'est Grégoire IX, qui au XIIIe siècle décrète le pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda, c'est une formule très bien connue des juristes qui veut dire que les conventions doivent être respectées. Et pourquoi est-ce que c'est une éthique chrétienne qui le commande? Eh bien, tout simplement parce que si je ne respecte pas ma parole, je commets un péché à partir du moment où je me parjure. Je mens. J'ai dit que j'allais faire quelque chose et finalement, je ne le fais pas. Donc, c'est un mensonge. Et on insistera sur le fait qu'il n'y a aucun besoin que le contrat soit formalisé pour qu'il dégage une force obligatoire. Et ça, on lutte contre ce préjugé, notamment dès le premier semestre chez les L2. Le contrat se forme par l'échange des volontés, il est consensuel. Et c'est une des conséquences du pilier chrétien et de droit canon qui a fondé notre droit. Alors, quelques exemples, peut-être. Je peux dire que maintenant, qu'elle vous convienne ou pas... Vous avez signé les frontières, c'est fait. Mais pourquoi vous nous demandez notre avis avec votre carte, là? On vous demande pas votre avis, on vous explique ce que vous désignez. Votre avis, on vous le demande depuis 11 h ce matin. Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Mais vous êtes d'accord. Vous avez signé. Je proteste contre cette honteuse manipulation. Pareil. Alors là, on vient d'entendre un extrait d'un épisode qui s'appelle La Rencontre, et il y a un accord, alors qui pour le coup est formalisé, entre Dame Célie et la mère d'Arthur. Je vais mettre de côté la question de la validité de cet accord, puisque je n'aurai pas le temps de la traiter, mais en ce qui concerne l'idée de force obligatoire, Arthur ici pourrait tout à fait dire « mais vous êtes d'accord, vous avez signé, vous avez dit oui, donc on applique l'article 803 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ce qui implique quoi pour Dame Célie et la mère d'Arthur? C'est l'irrévocabilité de cet accord et son intangibilité. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas revenir unilatéralement sur cet accord auquel elles ont consenti. Elles ne peuvent pas non plus en changer les dispositions. Ici, c'est des questions de frontières. En revanche, et c'est ce que fait Arthur, il leur dit, si vous n'êtes vraiment pas d'accord, vous n'avez qu'à rompre ensemble le mutuus dissensus, une résiliation de cet accord, ou éventuellement faire un avenant. Vous changez l'accord, mais il faudra toujours que ce soit consensuel au nom de la force obligatoire. Et si jamais on ne respecte pas sa parole, eh bien effectivement, ça peut donner lieu à quelques tracas. On est en situation d'inexécution, même quand on est chevalier, puisque, je le rappelle, ça va être le cas notamment de Caradoc et Perceval, qui vont accumuler un nombre de dettes assez importantes auprès du tavernier, c'est-à-dire qu'ils consomment mais ils ne payent jamais. Or, là, j'applique la force obligatoire, vous devez payer, et il se trouve qu'ils ne payent pas. On pourrait tout à fait discuter la méthode du tavernier pour recouvrir sa créance ici, puisqu'il va les faire travailler à la taverne, ce qui pose un souci, parce que ce n'est pas une sanction acceptable là, de l'inexécution contractuelle. Mais le problème là, c'est qu'un chevalier, je l'ai dit tout à l'heure, il a un devoir de largesse. Donc, il fait un très mauvais débiteur. Parce qu'à partir du moment où mon débiteur, il vit très modestement et il n'accumule pas de patrimoine, ça fait que lorsqu'il ne paye pas, pour pouvoir engager une procédure d'exécution forcée, par exemple. Donc, le bon conseil, c'est de ne surtout pas contracter avec un chevalier si je veux pouvoir avoir des procédures d'exécution derrière qui soient efficaces. Il faut qu'on trouve un truc dans la loi qui annule l'échange. Par exemple, le fait que lui, il n'ait pas amené sa femme à l'échange. Il faudrait regarder si ça annule pas. Si, mais bien sûr que ça annule. Que vous en savez? Qu'est-ce que j'en sais? Je vous l'ai lu depuis au moins 2 heures. C'est dans le bouquin, là, le chapitre sur l'annulation. Ah, mais je roupillais. Quoi? Je me suis tapé 2 heures de lecture de ce bouquin pour rien. Vous êtes sûr de votre coup? C'est bien marqué que ça annule. Oui, je vous dis. Je vais pas passer pour un con. Ah bah, ça, passerait peut-être pour un con, mais pour autre chose. Non, pour autre chose, c'est bon, je maîtrise. Alors là, c'est un extrait donc d'un épisode qui s'appelle Le vice de forme, que vous rappeliez, Monsieur Ciodo, tout à l'heure, et Yann, tu posais la question en matière matrimoniale. Alors moi, je vais l'aborder, cet échange d'épouses d'un point de vue contractuel, d'un point de vue plus de contrats spéciaux et droits des obligations, mais je tiens à le dire tout de suite, je ne suis jamais en train de dire qu'un échange d'épouses est possible, conformément au Code civil. On est totalement d'accord,
à titre principal, parce que les femmes ne sont pas des objets susceptibles d'entrer dans le commerce. Hein, voilà. Donc ça c'est absolument pas possible. Mais sous cette réserve, et en restant dans l'univers fictif d'Astier, je veux juste prendre la question de la force obligatoire du contrat ici. Parce que c'est vrai que c'est un vice de forme qui est invoqué pour obtenir une nullité. Et dans l'absolu, on pourrait effectivement se dire qu'à partir du moment où Arthur s'est fait voler sa femme, il n'a plus de pouvoir de disposition sur sa femme, voire même, pourquoi pas, et alors là je pousse le vice très loin, si la femme est un bien meuble, on fait de meubles possession de titre, et dans ce cas-là, elle n'est absolument plus à Arthur, mais à Lancelot. Bon, bien sûr, tout cela est tout à fait, n'est pas très satisfaisant, mais ça pourrait, pourquoi pas, causer la nullité conformément à la loi de Vannes. Bon, ça c'est de côté. En revanche, maintenant, imaginons que Caradoc dise « Mais moi, ce que je veux, ce n'est pas du tout une nullité. Moi, ce que je veux, ce n'est pas du tout la restitution de ma femme, puisque m'évanouit, moi, elle ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est la reine. » Il pourrait tout à fait invoquer la force obligatoire et dire, article 1604 et suivant du Code civil, il y a une obligation de délivrance de la part de chaque copermutant. Vous vous êtes engagé à me délivrer Guenièvre, je me suis engagé à délivrer Mévenoui, moi, c'est fait. Je me suis acquitté de ma dette. En revanche, Arthur, lui, il est toujours en situation d'être débiteur, et là, on aurait une exécution forcée qui serait possible en disant, maintenant, à vos frais, allez chercher Guenièvre et vous me la livrez demain matin. Donc, ce serait une voie possible, voir si la nullité, les conditions de la nullité n'étaient pas réunies, demander la résolution. Et ce serait au titre d'une sanction d'inexécution fondée sur la résolution que Caradoc pourrait se sortir de cette situation, sachant que dans tout cela, on constate que les contractants, au premier chef Arthur, ne sont pas des bons contractants, pas plus qu'ils sont des bons chevaliers en la matière, puisque ni l'idéal chevaleresque, ni l'idéal contractuel n'est respecté. Surtout qu'on peut quand même dire que Arthur a fait preuve d'une certaine mauvaise foi dans la façon dont il a fait contracter Caradoc. Et j'en viens donc maintenant à mon troisième pilier. De bonne foi, tu te comporteras. Le principe de la bonne foi. Là aussi, on est sur un principe qu'on peut parfaitement superposer entre l'idéal chevaleresque et l'idéal contractuel, si ce n'est que du côté chevaleresque, il y a peut-être plus d'exigences que n'en a le Code civil à l'égard du contractant lambda. Du côté chevaleresque, on est sur le devoir de loyauté. Et ça, on le retrouve encore une fois chez Chrétien de Troyes, puisque que nous dit, qu'écrit Chrétien de Troyes lorsqu'il fait parler les chevaliers, lorsqu'il fait même parler le roi: je ne voudrais à aucun prix commettre tort ou déloyauté, pas plus aux faibles qu'aux puissants, et personne parmi vous ne doit avoir à se plaindre de moi. Tandis que de l'autre côté, article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public, et cela veut dire que les contractants ne peuvent pas y déroger, ils ne peuvent pas dire on se libère de la bonne foi et on peut être déloyaux ou malhonnêtes les uns envers les autres, avec, comme je le disais, le fait qu'il y a moins d'exigences pour le un exemple, en matière civile, on n'exige pas d'obligation d'information de la part de l'acquéreur en matière de vente, et l'acquéreur a le droit de faire une bonne affaire lorsqu'il a une information avantageuse, par exemple, sur la valeur du bien, et le vendeur n'avait qu'à se renseigner sur la valeur de son bien. C'est le cas du fameux arrêt Baldus, qui va permettre à l'acquéreur de s'enrichir parce qu'il a retenu une information déterminante. Ça, si on devait rattacher au devoir de loyauté du chevalier, certainement ce ne serait pas possible, il ne pourrait pas y être autorisé. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que dans l'œuvre d'Astier, la bonne foi, elle n'est pas toujours au rendez-vous. J'ai choisi une petite illustration en fond. On voit Élias de Kéléwick, qui est le roi des fourbes, il le dit lui-même, c'est pas pour rien qu'on m'appelle le fourbe. Et Madame Batter parlait tout à l'heure de l'épisode où il vend des potions magiques à Dame Célie, à Léo Dagan, notamment une potion de fécondité. Il la vend très bien, alors qu'il sait pertinemment que le problème d'Arthur et de Guenièvre n'est pas un problème de fécondité, il le dit lui-même, c'est un problème d'inspiration. Et quand Merlin lui dit, mais tu lui vends un produit qui ne correspond absolument pas à ses besoins, la réponse de notre ami Élias le Fourbe est de dire, je le sais très bien, je le lui vends pour avoir 8000 pièces d'or, elle reviendra pour me dire que ça n'a pas marché, et là, 8000 ou 10 000 pièces d'or de plus seront dans ma poche, car je lui vendrai une potion d'inspiration. Et là, on est dans l'illustration typique de la fourberie, c'est-à-dire de l'expression d'une mauvaise foi qui est contraire à l'article 1104 du Code civil. Mais on pourrait retrouver ça même chez Arthur. Même chez Arthur, au travers d'une autre manifestation qui,
elle pourrait qualifier des vices du consentement, puisque pour rappel, Arthur n'hésite pas à ruser aussi pour se sortir de certaines situations. Je pense notamment au fléau de Dieu. Le fléau de Dieu, c'est qui? C'est Attila, qui impressionne fortement Bohort, personnage préféré de Madame Batter, et qui, Attila, réclame, après avoir réclamé de la vaisselle, etc., des femmes. Il ne veut pas n'importe quelle femme, il veut Guenièvre, la reine. Et Arthur, pour se sortir de cette situation, va chercher son garde du corps et le déguiser en femme, le faire passer pour une femme, ce qu'il n'est pas, donc provoquer l'erreur dans l'esprit de son co-contractant ici. Et là, on est ni plus ni moins dans le cas d'un dol. Au même titre que je trafiquerai le compteur kilométrique de ma voiture, eh bien, je m'arrange pour faire passer un homme pour une femme. Et là, on a un vice du consentement et de la mauvaise foi. À quoi on pourrait rétorquer toutefois que le premier vice vient très certainement d'Attila, puisque Attila, pour négocier, emploie la force. Il menace, il dit sinon on casse tout, on brûle tout. Et là, on est typiquement dans un vice de violence. Donc, on a deux causes possibles de nullité là, du contrat, nullité relative. Et si demain, Attila revenait au château pour dire attendez, là, vous m'avez trompé, vous avez été de mauvaise foi, reprenez cette fausse femme et donnez-moi Guenièvre, eh bien, il ne pourrait pas se prévaloir, évidemment, du contrat. On pourrait lui opposer la nullité au titre du vice de violence. Et idem s'il demandait une action en vice caché, puisque à la fin, on apprend que non seulement, enfin ça on le sait nous, mais on apprend à la fin qu'en plus, elle vomit à cheval parce qu'elle est très malade à cheval. Donc pourquoi pas imaginer une action sur vice caché, mais ça ne marcherait pas en tout état de cause. Dernier exemple de mauvaise foi, le traité négocié avec le Burgonde, si on peut dire négocié, alors que le Burgonde n'a pas d'interprète et qu'il ne parle pas alors le breton en l'occurrence, eh bien, Dalselli va encourager Arthur, et elle va finir par arriver, à faire signer le traité en l'état à notre ami le Burgonde, qui va signer quelque chose qui, a priori, il ne comprend pas, ou bien qu'il comprend à sa manière. Et le fait de profiter de la barrière de la langue pour obtenir un engagement, ici, non seulement c'est contraire à la bonne foi, et en plus, de toute façon, c'est une cause de nullité du contrat, on s'en doute, et au mieux, on pourrait même imaginer un vice du consentement que serait l'erreur, puisqu'il y a un écart entre la représentation que se fait le Burgonde du contenu contractuel et celui qui est celui proposé par Arthur. Et peut-être vraiment un tout dernier exemple, promis Yann, et après je m'arrête, c'est l'exemple de Guetno. L'exemple de Guetno qui en a aussi sous le pied, qui va retourner la mauvaise foi d'Arthur contre lui-même. Puisque dans un épisode qui s'appelle Les Tourelles, on a Léodagan qui veut absolument construire des tourelles, puisqu'on sait qu'il a une lubie de la protection militaire. Et pour échapper à cette dépense que le roi ne veut absolument pas effectuer, Arthur va mentir. Donc on est là aussi déjà sur une contrariété au code chevaleresque et éventuellement, on verra après, au principe de bonne foi. Il va mentir, il va raconter qu'il y a une pénurie de bois. Il n'y a plus de bois, donc il n'est pas possible de commander le bois pour pouvoir construire les tours. Et il va essayer de trouver un complice dans son mensonge, en la personne de Guetno, qui va recevoir à la cour. Et il va lui demander de raconter qu'il n'y a plus de bois dans tout le pays, donc il n'est pas possible de lui vendre du bois. Et à ce moment-là, Guetno, très malin, va profiter de ce mensonge pour sortir du chapeau une information en disant « Mais ne vous inquiétez pas, moi j'ai un petit stock de bois personnel que je peux vous vendre, mais bien sûr, au prix d'une denrée rare. » Donc, il va faire augmenter artificiellement les prix sur le dos de ce mensonge à la base arthurien, mais donc il va récupérer les effets. Et là, on est en plein dans l'expression de la mauvaise foi, si ce n'est qu'on n'a pas un mauvais chevalier en la personne de Guetno, mais on a tout le moins un contractant tout à fait malicieux. J'en ai terminé, je pense, avec ce que je voulais vous dire. Et donc, sans conclusion, on arrive à la fin de cette quête juridique pour aujourd'hui. Je finirai bien par une citation latine, mais j'en ai marre. Merci beaucoup, Ania, pour cette excellente présentation, tant sur le fond que sur la forme. Vous me permettrez l'expression, je crois que pour le PowerPoint, tu as tué le game. Voilà. Donc,
il y a deux questions sur le chat, sauf erreur de ma part, et notamment de Fanny Rock. Donc, tu as vu la question, je la lirai simplement. Est-ce que le devoir chevaleresque de bonté ne pourrait pas être relié avec le courant solidariste en droit des contrats? Et je continue avec la deuxième question. Et pour être un peu plus polémique, est-ce que les solidaristes sont des bons chevaliers, là où les opposants à ce courant seraient de mauvais chevaliers? Alors, c'est une très bonne question. J'aurais aimé vous en parler un peu plus largement, mais c'est tout à fait l'idée, déjà qui est imposée par le devoir de largesse. On a une limitation de la liberté contractuelle, et lorsqu'on met cette limitation de la liberté contractuelle en perspective avec les devoirs et les valeurs du chevalier, on voit tout de suite qu'il y a une obligation très forte de coopération. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque je contracte, c'est ou d'utilité sociale, ou éventuellement par nécessité économique à mon égard. Mais c'est toujours dans la perspective d'autrui. Et parce que je suis dans la perspective d'autrui, très clairement, le contractant chevalier, il se doit au titre de l'idéal chevaleresque, et non pas l'idéal chevaleresque, il doit être dans la coopération et dans la solidarité. Donc on est en plein dans l'expression du solidarisme, on est tout à fait d'accord. Est-ce que cela veut dire que les opposants à ce courant, alors majoritairement la doctrine française est libérale, même s'il y a un équilibre, toujours il faut nuancer, il y a un équilibre à trouver. Est-ce que cela veut dire qu'ils seraient de mauvais chevaliers? Oui, ça veut dire qu'ils seraient de mauvais chevaliers puisqu'ils n'exécuteraient pas leur devoir de bonté et encore moins de largesse, parce que là on est beaucoup plus chez Adam Smith que chez Durkheim, pour être tout à fait... on n'est pas dans le contrat sympathique, pas du tout. En revanche, les opposants à ce courant sont beaucoup plus proches du modèle du contractant imaginé par le Code civil de 1804 et avec son esprit quand même libéral qui a été repris dans la réforme de 2016. Est-ce que je peux me permettre une observation, Monsieur le Président? Ah oui, aucun problème. En une phrase, moi je pense qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais chevaliers. Je pense que la vie, c'est avant tout des rencontres, des gens qui à un moment tendent la main. Voilà, ce sera tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, juste pour la forme, et après, si vous me le permettez, je poserai quand même une petite question. Mais on est suivi au Togo, là, à Lomé, puisqu'on a un collègue de l'université de Lomé qui fait simplement cette remarque. Merci pour l'éthique et le contrat. Voilà, Ampat Johnson, qui est donc maître assistant à l'université de Lomé et qui a fait sa thèse au CEPI. Alors, Petite question me concernant, mais là on va se déplacer vers le côté de l'inexécution, de l'exécution et plutôt de l'inexécution. Je voulais justement avoir ton point de vue sur le comportement de certains chevaliers, puisqu'on a parlé il faut éviter en fait les bassesses, si j'ai bien compris. Est-ce que Caradoc et Perceval, qui sont loin, je crois, des modèles dans la chevalerie, justement ne vont pas dans la bassesse avec des jeux d'argent, avec l'alcool. L'alcool, à la rigueur, on peut passer, pourquoi pas, en tout cas dans le domaine de la chevalerie, mais je pense notamment aux jeux d'argent. Est-ce que ça ne serait pas une difficulté? Et auquel cas, quelles seraient les conséquences pour eux? Alors, merci pour ta question, Yann, parce que pour tout te dire, j'avais préparé une diapo sur cette question, mais pour respecter le temps qui m'était imparti, je l'ai masqué. Alors déjà, effectivement, il y a des jeux et paris auxquels participe Caradoc. Alors, sur le lieu, déjà, on sait que Arthur, quand il atterrit par hasard à cause d'une tempête avec Léo Dagan, Caradoc et Perceval, se couvre la tête avec une capuche. C'est contraire à l'honneur du chevalier que d'aller dans une taverne. Donc, déjà, ça veut dire aussi que contracter pour acheter des boissons alcoolisées, puisqu'on rappellera que Arthur commande un lait cher et il ne veut rien commander d'autres, cela est contraire à l'éthique chevaleresque et on voit qu'on peut renvoyer ça à la ligne 2 de l'article 1101 du Code civil. Les côtés chevalerie, ce serait l'honneur. Il faut que le contrat soit vertueux. Or, contracter pour s'enivrer, ce n'est pas strictement nécessaire et donc ce n'est pas vertueux. Sur les jeux d'argent, on est contraire à l'ordre chevaleresque aussi, notamment au contraire au devoir de largesse. Parce que quelle est l'utilité ou quelle est la nécessité du contrat qui est le jeu ou le pari? Aucune, puisque au mieux, je prends le risque de m'enrichir. Et ça, c'est contraire au devoir de largesse. À quoi on pourrait ajouter qu'en plus, en l'espèce, ils sont illicites,
puisqu'il s'agit d'activités réglementées et que le tavernier, on est bien d'accord, fait ça dans un contexte où il essaie de frauder, tout simplement. Donc là, pour le coup, on est non seulement en contrariété avec l'idéal chevaleresque, en plus en contrariété avec l'idéal contractuel et civiliste, puisqu'on est en plein dans la contrariété à l'ordre public. Et quid du félon? Quid du félon type Lancelot, qui est un traître et qui, donc, pour la peine, va à l'encontre du serment qu'il a prêté à son roi? Et il est en situation d'inexécution aussi. Là, c'est le devoir de loyauté qui est mis en jeu. Il devient un mauvais chevalier à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'est l'archétype déjà chez Chrétien de Troyes du bon chevalier noble et vertueux, particulièrement courtois, c'est ça qui le caractérise, et courageux. Mais à partir du moment où il rompt son serment vis-à-vis de son suzerain aussi, parce que c'est une des obligations premières quand même du chevalier, en tout cas du vassal dans le rapport vassalique, il est en situation d'une exécution particulièrement grave et sévère. Ce qu'on pourrait se demander, en revanche, si ce n'est pas une désobéissance légitime. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui motive Lancelot, en dehors éventuellement de Benioff, mais ce n'est pas ça qui lui fait quitter Camelot, c'est le fait que la quête du Graal piétine. Et quelque part, c'est comme s'il invoquait l'échec et l'inexécution d'Arthur, qui s'est engagé quand même auprès de l'Église. Et ça, dans le serment chevaleresque, avant même d'avoir le respect de la parole donnée, etc., il y a le fait de servir l'Église et de respecter les préceptes divins. Et donc, à partir du moment où il voit que personne n'est vertueux à la table ronde, personne ne respecte le serment chevaleresque, personne ne cherche véritablement le Graal, il s'en désolidarise et invoque le respect de préceptes qui sont supérieurs. Donc, est-ce que ce ne serait pas une exécution pardonnable, du moins du côté chevaleresque? D'un point de vue chevaleresque, Lancelot, il devrait surveiller son langage, parce qu'il dit quand même « le roi, je l'emmerde ». Ce qui n'est pas très cordial vis-à-vis de la personne du roi. Même en cas d'exception d'une exécution, on peut respecter les formes. C'est vrai, tout à fait. Et ce n'est pas très vertueux. Annick a une question. Oui, moi j'aurais une question là. J'ai trouvé ça passionnant ce rapprochement que tu as pu opérer. Bravo, hein. Très belle intervention. Mais du coup, ça va suggérer deux choses. D'abord, quelque chose peut-être à explorer du côté du droit des libéralités. Hein, je me suis demandé, mais là il faudrait avoir le temps. Mais surtout, quid de la protection du faible, puisque souvent on dit que dans la chevalerie, le chevalier doit protéger la veuve et l'orphelin. Qu'est-ce que ça t'évoque par rapport à Camelot? Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'on retourne en fait dans la conception solidariste. Parce que si on reprend le modèle contractuel, c'est vrai que dans l'esprit du Code civil de 1804, on ne raisonne pas en termes de fort et de faible. Puisque qui dit contractuel dit juste, à partir du moment où on l'a voulu et à partir du moment où c'est engagé, on n'est ni fort ni faible, c'est qu'on sert ses intérêts. Et ça, bien sûr, ça a été relativisé après par le droit, puisqu'on se rend compte qu'il peut y avoir des rapports de force et des dominations relatives, voire structurelles dans certains contrats. D'ailleurs, dans les contrats spéciaux, on retrouve un rééquilibrage du contrat par la voie de la loi. Mais l'idée du côté du chevalier, c'est que lui, il est en dehors de cette conception libérale du 19e siècle, du Code Napoléon, et à partir du moment où il a un contractant faible en face de lui, il ne doit pas en profiter pour faire une bonne affaire. Que ce soit une faiblesse dans l'information, que ce soit une faiblesse dans le rapport de force. Je prends l'exemple de l'arrêt Baldus. Et c'est libéral en droit. J'ai une femme qui vend des pornographies. La valeur. Et on a... Ania, on t'entend plus. Il faut que tu reprennes juste les deux dernières phrases, ça marchait plus. Hein. L'exemple, il est évident avec l'arrêt Baldus. L'arrêt Baldus, on a une dame qui décide de vendre des photographies et elle ne s'est pas renseignée sur la valeur de ces photographies avant de les vendre. Elle les vend à bas prix à un connaisseur qui reconnaît les photographies d'un photographe coté qui s'appelle Baldus et qui va bien se garder de lui dire qu'elle est complètement en dehors des clous sur la cote de ces photographies. Il ne va rien dire et finalement elle est en situation de faiblesse informationnelle. Elle manque d'informations par rapport à lui. Et en droit français, que va dire la Cour de cassation? Le juge va dire mais il n'y a pas d'obligation d'information, il y a un droit à la bonne affaire, si j'ose dire, puisque cette faiblesse, elle n'avait qu'à la compenser. Elle n'avait qu'à la compenser la venderesse.
Si je on serait en plein dans ce... Là, je t'entends bien, mais moi, je pensais plus à la protection du fait par rapport au rôle d'Arthur. Quand Arthur est amené à trancher des conflits entre diverses personnes, entre les paysans notamment, est-ce que systématiquement, dans ton analyse, qu'il va systématiquement plutôt protéger la plus faible, est-ce qu'il a un rôle de médiateur qui lui permet d'essayer de considérer la partie la plus faible, etc. J'aurais dû mieux préciser peut-être ma question. Oui. Non, alors là c'est intéressant parce qu'on se poserait plutôt la question des valeurs chevaleresques du juge du contrat. Et ce juge du contrat, si il applique des normes chevaleresques, ça veut dire qu'effectivement, il doit privilégier le risque entre les parties et de dire qu'à un moment, si le faible a été abusé par le plus fort, il doit rétablir cet équilibre. Et là, on pourrait aller très loin parce qu'on pourrait se demander jusqu'où on pourrait donner pouvoir au juge pour intervenir dans le contrat et faire un ménage à trois, ce qui n'est pas du tout l'esprit du Code civil français, puisqu'en principe, la loi des parties est privée, elle est opposable au juge qui doit s'abstenir d'intervenir, même pour rétablir la justice. Et on pourrait imaginer que Arthur, lui, pourrait intervenir pour rétablir la justice parce qu'il est juge et chevalier en même temps. Moi, je trouve qu'il y aurait un très beau thème à faire sur le rôle d'Arthur en tant que juge. J'y ai pas pensé et je pense que... On n'a pas fini d'explorer Kaamelott. Il y a encore tellement de pistes. Extraordinaire. Alors, j'ai peut-être une dernière question, Anya, et je suis désolé, là, c'est peut-être pas très corporate de ma part, quoique je pense que tu t'en sortiras avec brio. Et ça permet peut-être de faire du teasing par rapport au prochain film qu'on attend évidemment avec impatience. Mais est-ce qu'on peut envisager la fin du contrat des chevaliers, et notamment par son abandon, en fait, c'est-à-dire le fait qu'il soit reparti à Rome, qu'il ait quitté en quelque sorte sa fonction, en tout cas son statut de roi, ou est-ce que justement il n'y a pas du tout d'abandon possible? Et si par extraordinaire, donc il revient vraisemblablement ce qui se passera, est-ce que les chevaliers seront toujours liés ou est-ce qu'ils devront de nouveau prêter serment et repartir sur un nouveau contrat, ou est-ce que voilà, ce sera la continuité du premier? Alors, ce que tu poses comme question, quelque part, nécessite de s'interroger sur le fait de savoir si le serment prêté par les chevaliers est un serment intuitu personné ou pas. C'est-à-dire en la considération de la personne d'Arthur ou tout simplement en considération du fait qu'il est le roi. Donc, c'est une institution, le co-contractant. La logique voudrait que le contrat lie les chevaliers à une institution, d'accord, une institution étatique. Mais on découvre dans la série que ce n'est pas le cas de tout le monde, parce que Perceval, lui, il dit « Moi, je m'en fiche de la quête du Graal, je m'en fiche de tout le reste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Arthur. » En fait, c'est un contrat d'amitié qu'il y a entre les deux, plus qu'un serment chevaleresque. Donc, si demain, le roi tombe et qu'il y a une substitution, alors c'est la question qu'on se pose avec Christian Clavier, qui intervient en tant que jurisconsulte, à partir du moment où il y a un nouveau roi, même si c'est Léo Dagan, vous remarquez que tout le monde reste autour de la table ronde et que tout le monde obéit à ses ordres, puisque, en fait, le contrat, au mieux, on peut dire qu'il y a eu une circulation de créanciers. C'est-à-dire, on a changé de roi, on a changé de co-contractant, mais le contrat, lui, s'est maintenu et en principe, il ne devrait pas prendre fin puisqu'on ne demande pas le consentement des chevaliers cédés, entre guillemets, pour cette session. Merci. Donc ça nous permet d'avoir un peu de teasing quand même pour le film. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc vraisemblablement sur le chat, non, mais des conférenciers, Alexandre, Annick, est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions? Est-ce qu'il va y avoir un film là? C'est sûr qu'il va y avoir un film. Ah oui, il y a une trilogie même, Annick. Il y a une trilogie théoriquement qui se prépare. Il y a au moins le premier épisode qui est bouclé, qui devait sortir au mois de juillet. À cause de la crise sanitaire, ça a été reporté au mois de novembre et là, ça a été reporté. Et comme ça, je vais pouvoir avoir ma petite locution latine, sine die. Voilà. Donc, on attend une date. Voilà, on attend une date de sortie. Et en fonction du succès du film, eh bien, ça permettra de s'engager sur une trilogie comme il l'avait imaginé. Très bien. Après, il y a des spécialistes, plus que moi. Alexandre, peut-être, est-ce que tu as vu une remarque? Tu as vu lever le doigt. Ce que disait Anya juste avant, on peut considérer aussi les chevaliers comme des agents publics. Et dans ce cas-là, il y a une forme de continuité de l'État, toujours. Et peu importe qui est le dirigeant de l'État, les chevaliers restent les serviteurs de l'État.
sauf révocation ou suspension, j'allais dire administrative. Justement, on l'évoquait tout à l'heure, lorsque Lancelot insulte le roi, il fait l'objet d'un petit bannissement. Un bannissement, donc et une suspension de fonction, concrètement, pour quelques semaines. Il repart dans la nature et puis il revient après. Mais le renouvellement politique n'implique pas le spoil system de l'ensemble des chevaliers, sauf décision du chef d'État qui peut décider de s'entourer différemment d'un nouveau Premier ministre, par exemple, qui en l'occurrence est un chevalier dans la cour d'Arthur. Et vous me faites penser, parce qu'on a quand même Caradoc et Perceval qui, d'une certaine manière, résilient leur contrat avec Arthur, parce qu'ils décident de faire un plan autonome. Donc ils quittent la table ronde. Et dans ce cas-là, c'est assez étonnant parce que Arthur va faire preuve d'une certaine compréhension. Il va être très libéral en fait dans son approche, puisque souvent même il dit non mais quelque part, moi je vous oblige pas à venir. Alors si vous venez pas, je vous mettrai des coups de pied aux fesses, mais je vous oblige pas vraiment à venir. Et en fait là, on voit quand même ressurgir la théorie du consensualisme, voire l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire que Arthur veut que ses engagés soient là parce qu'ils le veulent. Et s'ils ne le veulent plus, il les autorise à résilier et à partir faire leur plan autonome. Donc là, il y a une fin de contrat, quelque part, qui se fait entre Perceval, Caradoc et... Oui, ou alors on considère que ça reste des agents publics et que pour que leur démission soit effective, il faut qu'elle soit acceptée par leur chef de service. C'est la même logique. C'est-à-dire qu'un agent public ne peut pas décider du jour au lendemain, voilà ma démission. Non, vous êtes obligé de venir tant qu'on n'a pas accepté votre démission. Puisque vous êtes un agent public titulaire. C'est comme ça. Voire même une rupture conventionnelle, là. Alors oui, enfin, c'est pas tout à fait. Enfin, maintenant, ça existe dans la fonction publique, la rupture conventionnelle. C'est un peu complexe, mais ça existe effectivement. Et alors, je suis désolé, il y a une question qui vient pas d'arriver, mais en tout cas qui me vient à l'esprit. Comment on pourrait qualifier les obligations, la nature en tout cas des obligations des chevaliers, notamment dans la quête du Graal, parce qu'on a évoqué l'obligation pesant finalement sur les épaules d'Arthur, mais est-ce que les chevaliers sont quand même engagés en quelque sorte pour cette quête du Graal quelle est la nature de cette obligation ? Je veux dire, est-ce que c'est une obligation de moyens ou de résultat ? Oui, exactement. Ouais. Alors, j'aurais quand même tendance à dire qu'on est sur une obligation de moyens renforcés, là. Puisque... Alors, c'est difficile, ce serait difficile de dire que c'est une obligation de résultat, ou du moins, si c'est une obligation de résultat, je dirais peut-être qu'elle elle est plus sur les épaules d'un débiteur unique qui est Arthur vis-à-vis des dieux. C'est-à-dire, il s'engage vraiment à atteindre cet objectif. Pas seulement à faire son maximum, il s'engage à atteindre son objectif. En revanche, de ce que Arthur peut exiger de la part de ses chevaliers, moi j'aurais le sentiment, mais il faudrait peut-être décortiquer un peu plus les détails du récit, qu'on est davantage sur atteindre une obligation de moyens. Il faut faire son maximum pour y arriver. Et puis quelque part, s'il n'y arrive pas, et c'est ce que fait Arthur, il en prend l'entière responsabilité. D'accord. La nature de l'obligation, tout dépend si on considère les chevaliers comme des agents publics ou comme une profession réglementée ou un ordre professionnel, par exemple. Parce que dans ce cas, c'est soit une obligation professionnelle, soit une obligation déontologique. Mais en tout cas, c'est obligatoire, la quête du Graal. C'est très clair quand il en parle à Perceval. Quand il lui dit moi j'ai arrêté la quête du Graal, je sais parce que j'avais pas le temps. Comment ça vous avez arrêté? C'est plaisant. Mais en tout cas c'est une obligation qui fait l'objet d'une sanction de la part du roi. Et le fait de fuir au moindre danger, quand on entend le bruit d'un monstre, d'un dragon, et que finalement on fuit devant le danger, est-ce que là on respecte son obligation ou pas? Vraisemblablement pas. Du point de vue chevalier, ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la liste des devoirs, il y a le devoir de courage. Il faut être un pro-chevalier courageux. Donc là, on est en plein dans l'inexécution. On aurait tendance à dire que c'est du résultat qui est attendu côté idéal chevaleresque. Côté plus civil, en fait, du coup, on ne met pas tous les moyens possibles pour faire la prestation, si on fuit au moindre danger. Donc là, il y a une faute contractuelle. Mais qui peuvent trouver une exception d'inexécution si, par exemple, on veut prendre. Ce qui
serait intéressant de se poser comme question, c'est est-ce que je peux invoquer la menace de l'ogre comme un challenge me libérant de ma responsabilité? Est-ce que Moi, la je ne suis menace pas du tout à dragon... fait d'accord avec vos analyses. Enfin, une proposition, un autre regard, c'est que le chevalier, il est embauché, entre guillemets, hein, et son contrat, il y a une qualité in situ personnelle. Et donc, il est pris en fonction de ses qualités et de ses défauts. Vous passez un contrat avec un médecin, il est bon médecin ou il est mauvais médecin, mais c'est votre médecin, vous l'avez choisi comme tel. Ben là, c'est la même idée. Il est peut-être très, très peureux, peu importe. Ce qui compte, c'est le fait qu'il ait été choisi en considération de ses qualités générales, mais aussi de ses défauts. Donc, pour moi, il n'y a aucune sanction possible. La formation du contrat d'engagement en tant que chevalier. Alors, même si on devient co-contractant en considération de ses qualités personnelles, on pourrait rajouter qu'il y a un fait d'armes qui doit aussi être un critère de recrutement, il me semble, lors de la campagne nationale de recrutement des chevaliers. Mais même si on l'est en considération de sa personne, le fait est qu'à partir du moment où on prête serment, où on s'engage à certaines prestations, à les exécuter, et certainement en fonction de ses capacités, en fonction de ses compétences telles qu'elles ont été appréciées par notre recruteur ici, qui est Arthur. Ce qui n'empêche pas que si je n'ai pas fait mon maximum pour honorer en fait, la mission pour laquelle je me suis engagée, je suis censée être dans une situation d'inexécution, puisque ce qui fait qu'il y ait une exécution, ce n'est pas spécialement un aspect de ma personnalité, mais le fait que je n'ai même pas essayé de réaliser la prestation. Elle est là la faute du débiteur, parce que le débiteur ne prend même pas la peine de tenter de satisfaire ici le créancier. D'où le fait aussi de ce que je disais, tout le monde aurait peur d'un dragon, d'accord, ou de l'ogre, ou des gobelins, je ne sais plus ce qu'il y a dans la caverne. Est-ce que ce serait un cas de force majeure? En disant, je ne pouvais pas aller chercher le trésor, il était gardé par un dragon, irrésistible, extérieur et imprévisible. Merci beaucoup. Écoutez, il est 18h59. J'ai oublié de préciser une chose. Je décline évidemment toute responsabilité. C'était déjà le cas le jour du colloque s'agissant des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, et je pense notamment à la musique qui est potentiellement originale et donc protégée par le droit d'auteur. Donc l'usage qui a été fait par la conférencière en question, évidemment, ne me regarde pas. Il est 18h59, il est temps de conclure. Permettez-moi de nouveau de vous remercier, Annick, Ania et Alexandre, pour vos brillantes interventions. Je pense que c'est toujours rafraîchissant quand même d'envisager le droit de la sorte. On a vécu là un confinement peut-être un peu plus souple, mais malgré tout pénible, et je pense notamment à nos étudiants. Et je dois avouer que ces séminaires de droit et pop culture ont permis d'avoir une approche un peu plus rafraîchissante du droit, et surtout ont permis aussi à mes étudiants de se mobiliser et autrement qu'en étant simplement passifs dans des cours. Bref, en tout cas, merci beaucoup à vous trois pour ce soir, mais un grand merci à l'ensemble des intervenants qui ont joué le jeu de ces différents séminaires. On se retrouvera vraisemblablement au mois de janvier ou début février pour des séminaires de nouveau droit et pop culture, mais qui seront un peu plus espacé dans le temps parce que c'est quand même assez chronophage en termes d'organisation. On a potentiellement 3 séminaires qui pourront être organisés, un sur droit et hip-hop qui reviendra sur un ouvrage qui est sorti dans la collection Marais-Martin, qui a été dirigé par Arnaud Montas de l'université de Brest. On reviendra sans doute aussi sur l'ouvrage Relations internationales et pop culture qui était dirigé par Mme Chaumette, Valère Endior et Yannick Lecuyer. Et puis on essaiera de revenir aussi sur l'ouvrage Droit et série qui était sorti dans la collection L'Épitoge. Donc ça avait été un ouvrage dirigé notamment par Mathieu Touzaille Divina. Donc voilà, on essaiera de revenir sur ces différents événements parce qu'encore une fois, je pense qu'il est important de valoriser les différentes manifestations liées au droit et à la pop culture. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. Encore une fois, merci à vous trois d'avoir joué le jeu. Passez de bonnes fêtes et à bientôt en 2021, j'espère pour une année qui sera un peu meilleure.